Cette hebdo édition du dimanche 30 octobre 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Depuis quelques jours déjà, le SGPR est au centre de tous les débats entre sa convocation au TCS à printemps de Jeune Afrique, du Messager et de Mutation. Son refus de s'y rendre et le mandat d'amener mis contre lui, nous dit la presse. Chacun y va de son commentaire. À en croire les journaux, Ferdinand Ngongo a été convoqué dans le cadre de l'enquête ouverte sur le Covid-Gate, dont un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême a documenté des surfacturations, détournements et de nombreuses autres irrégularités. Et depuis le 20 octobre, les autorités équato-guinéennes ont lancé une vaste campagne de contrôle et d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. C'est ce qu'indique le consul camerounais à Bateau dans un communiqué signé le 26 octobre dernier. Pourtant, des Camerounais installés en Guinée équatoriale disent être arrêtés avec ou sans papier, mais surtout disent être violentés. Énième expulsion des Camerounais en Guinée équatoriale, on en parle. Et un sujet d'entrée commun à tous les panélistes. On revient sur cette caution à polémique du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam. Le 26 octobre, il a interdit l'admission des patients n'ayant pas au préalable versé une caution de 50 000 francs CFA. Il reviendra quelques heures plus tard sur cette décision après avoir été interpellé par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi. On parle de tous ces sujets avec vous, Xavier Messé. Vous êtes journaliste. C'est un honneur et un plaisir renouvelé de vous recevoir ce dimanche. Merci de m'avoir invité. Alors, le Calam, dont vous êtes le directeur de publication, fait son bonhomme de chemin. Et justement, dans sa dernière parution, le journal parle de cette reconnaissance à Rudolf Douala Mangabel, honoré par l'Allemagne, avec cette place qui lui est désormais dédiée. Oui, nous avons estimé que c'était un sujet très important parce que nous sommes dans un pays qui vit pratiquement sans histoire. Vous savez, quand je me promène à Douala, je vois la rue Castello, je vois la rue Pau, je vois la place, le monument Charles de Gaulle. Philippe Leclerc, je vois la plus grande avenue de Douala qu'on appelle Charles de Gaulle, ce monsieur qui a fait tant de mal à l'Afrique et qui a la plus grande avenue, hein, n'est-ce pas, à Douala. Ça ne me laisse pas indifférent. Je ne demande pas qu'on débaptise cette rue-là, mais je pense que nous avons des personnes qui ont sacrifié leur vie et que nous avons le devoir de les honorer. Lorsque l'Allemagne, qui a exécuté ces messieurs, choisit, n'est-ce pas, de lui donner une place dans l'une des villes les plus historiques d'Allemagne, le fait est passé pratiquement inaperçu au Cameroun. Nous avons estimé qu'il fallait valoriser ce monsieur. Il était jeune, il avait une instruction, il a étudié en Allemagne, et puis il avait tout pour un avenir meilleur. Mais il protégeait ses compatriotes, il protégeait la ville de Douala, il protégeait ses compatriotes, et puis les Allemands n'ont pas aimé cela, ils l'ont exécuté. Et au Cameroun, il n'y a pas que lui, il y a Paul-Martin Samba, il y a Dinkoso, il y a Léoum Niobe. Au Cameroun, on a l'impression que ça ne dit rien à personne. Ça ne dit rien à personne. Je pense qu'il faut valoriser ceux qui ont pris le risque, n'est-ce pas, de sacrifier leur vie pour le Cameroun. Et nous avons donc choisi d'ouvrir le journal avec ce monsieur-là. Et je pense qu'on a fait beaucoup de recherches pour d'abord la ville d'Ulm. Ce n'est pas n'importe quelle ville en Allemagne, c'est une ville très historique qui a été construite en 845, on a appris cela. Et c'est une ville historique, c'est une ville intellectuelle, c'est une ville de culture. Et vous savez, en France, l'une des rues qui porte le nom d'Ulm n'est pas placée au 8e arrondissement, comme les Français le font régulièrement, dans des villes dans le 8e arrondissement. Ils l'ont mis au quartier latin. Et au quartier latin, vous savez quel est le monument le plus important au quartier latin? C'est l'école nationale supérieure de Paris. Cette école qui a formé les gens, les Sartre, tous ces grands noms, les Pompidou sont partis par là. Et vous voyez que Rudolf Mangabel bénéficie d'une place importante dans la ville d'Ulm. Je crois qu'il fallait valoriser ce que nous avons fait. Tant mieux si ça a plu aux Camerounais. D'accord. Merci en tout cas, Xavier Messé, pour le travail que vous faites au quotidien pour la presse. Là, cette façon à vous de valoriser cette profession. Vous le disiez tout à l'heure, quand on était en salle de maquillage, vous voulez redonner à la presse toute sa noblesse. Vous savez, j'apprécie les efforts que nos confrères font. Ils travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, sans moyens financiers, sans rien. Et au point où, aujourd'hui, quand je regarde la presse camerounaise, on a l'impression qu'elle est en train de faire une chute libre. On ouvre le journal avec des sujets qui n'ont aucune importance. Et quand on sait qu'au Cameroun, nous avons l'une des meilleures écoles de journalisme.
Et nous avons des structures privées qui continuent aussi de former les journalistes. C'est-à-dire, en matière de ressources humaines, nous avons à revendre dans le domaine de la presse. Paradoxalement, on n'a pas ça. On n'a pas ce qu'il faut. La presse a cessé d'être un instrument important depuis... Mais si on a les meilleurs en termes de ressources humaines, qu'est-ce qui fait donc problème? Ben, ce qui fait problème, c'est que les pouvoirs publics n'aiment pas la presse. D'abord, ils ont horreur de la presse. Et comme ils ont horreur de la presse, ils font tout pour l'appauvrir. C'est une option politique. C'est une option politique de ne pas accorder à la presse sa place. Vous savez que nous sommes en Afrique, compte tenu de notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire le PIB du Cameroun, nous sommes l'un des rares pays qui accorde le moins de subventions à la presse. C'est un choix. Prenez le président de la République. Depuis quand il a accordé une interview à sa presse? Rien du tout. C'est un choix politique, c'est une option. Vous savez, si le président de la République accorde une interview à un journal camerounais, il va tirer en centaines de milliers d'exemplaires. Mais il parle à la presse française, mais pas à la presse camerounaise. C'est une option. Combien de fois la presse a dénoncé des mots les plus scandaleux au Cameroun? Vous avez vu une réaction? Vous avez vu un procureur de la République ouvrir un dossier dessus? Rien du tout. Vous avez vu un ministre faire un droit de réponse? Rien du tout. Il se fiche. C'est une option pour ne pas donner à la presse son importance. Mais nous laissons des sujets politiques, on peut de temps en temps les traiter. Les sujets sociaux sont importants, les sujets culturels sont importants. Et nous leur donnons de la place dans le calame. Et vous voyez, nous avons la chance d'être abonnés par partenariat aux grandes agences de presse mondiales. Nous recevons à peu près 360 dépêches par jour. C'est pas gratuit. On reçoit 360 dépêches par jour qui viennent du monde et qui viennent des pays africains, 34 pays africains. Ça veut dire que nous avons la matière pour alimenter au moins 5 quotidiens. Merci en tout cas. Mais il faut le faire. C'est pour ça que j'ai dit, on va contribuer, n'est-ce pas, à redonner à la presse camerounaise sa valeur. Merci en tout cas, Xavier Messier, d'être avec nous ce dimanche. C'est toujours un plaisir, vous le savez. À côté de vous, André Luther Meka, qui revient de congé. Bonjour, monsieur Meka. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de cet hebdo. C'est avec beaucoup de plaisir que je représente le RDPC sur ce plateau. Je voudrais m'incliner devant l'histoire, n'est-ce pas, de cette émission qui a déjà près de 15 à 20 ans et honorer les dames qui ont toujours présenté, qui ont toujours animé ces émissions, notamment Liliane Yacha, Madame Dora la pionnière, et aujourd'hui Léla. Vous savez, lorsque les émissions durent, il y a une certaine stabilité, une certaine permanence, une performance. Et c'est un peu comme le renouveau. C'est-à-dire que plus on est dans la stabilité, plus on a une certaine ampleur, une certaine influence, une certaine permanence. Et c'est en cela que je vais également saluer l'aîné Xavier Messier en lui disant que l'expression de la démocratie au Cameroun s'exprime par la presse. Et le chef de l'État a voulu une presse plus expressive, plus démocratique, qui est l'une des presses les plus démocratiques au monde et qui a un ton tout à fait libre et militant. Et il est arrivé parfois que dans l'histoire de la presse, qui est, n'est-ce pas, des guéguerres, des batailles à peine feutrées au niveau, n'est-ce pas, des personnalités. Et il était parfois inconvenant que le chef de l'État associe son image, n'est-ce pas, à ces batailles interposées dans la presse camerounaise. Mais il n'en demeure pas moins. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État ne parle pas à la presse camerounaise? C'est pas l'une des raisons, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des conférences de presse du gouvernement où la presse est invitée. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des subventions, parfois 200 millions, où le gouvernement camerounais accompagne la presse camerounaise. Des séminaires, j'en ai vu avec le ministre de la Communication. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de dire que s'il y a un bilan que nous devons mettre au niveau... Mais concrètement, André Luther Meka, qu'est-ce que vous pensez du fait que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, ne parle jamais à sa presse, n'accorde jamais de véritables interviews? Bon, vous allez me dire, à une époque, il parlait au directeur de la CRTV, mais qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est des autres médias? D'abord, il faudrait dire que la parole présidentielle est sacrée. Hein. Ce n'est pas une parole qu'on doit dévoyer. Pour la presse camerounaise, mais pas pour France 24. J'ai également un livre, La communication transformative, qui effectivement démontre l'anticommunication qu'un chef d'État, Sarkozy, qui avait dévoyé la parole et qui nettement s'est démêlé
est en train, j'allais dire, des attitudes sarcastiques qui ne lui ont pas permis, n'est-ce pas, de stabiliser le pouvoir. Donc, le président a une attitude de la sacralité de la parole. Et cette sacralité de la parole ne l'amène pas à donner la parole n'importe quand. Mais je me souviens qu'il a fait des interviews, notamment à la CRTV, à Vision 4, et notamment, chaque fois qu'il y a des besoins, il a décentralisé la politique de telle enseigne que les ministres du gouvernement. Mais je veux dire, chaque fois que le chef de l'État camerounais. Autour, n'est-ce pas, de la politique du gouvernement. Donc, vous savez, la décentralisation, c'est aussi de permettre à ce que chaque ministre, chaque DG, chaque maire de la ville puisse communiquer sur la politique du gouvernement. Mais je veux dire, à chaque fois que le chef de l'État a voulu communiquer, je parle d'une véritable communication, genre 30 minutes, 1 heure, jamais ça n'a été accordé à un média camerounais encore. J'ai même envie de dire un média privé. Oui, il faudrait en communication à ce qu'on appelle le cœur de cible et les cibles secondaires. Je crois que le chef de l'État est notamment dans la perspective de la mondialisation. Et dans cette mondialisation, il y a un certain nombre de discours qu'il faudrait, n'est-ce pas, émettre sur le plan international. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a beaucoup de communications qui viennent, n'est-ce pas, des plateformes internationales telles que la France ou l'Allemagne où il fait des interviews. Et je crois que c'est pour avoir un rayonnement international pour asseoir la politique diplomatique et la politique gouvernementale au cœur des nations. Vous savez, les plus grandes déstabilisations en Afrique viennent d'où? C'est ça la question. Et si un chef d'État voudrait la stabilité, la permanence et voudrait asseoir une diplomatie efficace, par quelle communication, par quel canal il faudrait le faire? Je crois que c'est dans en gros, le chef de l'État a opté pour la mondialisation. Les canaux internationaux. Donc, ce que je voudrais dire, malheureusement, les autres rigolent un peu, mais je voudrais signifier qu'on ne fait pas 40 ans au pouvoir parce qu'on veut, c'est parce qu'on peut. Et pour cela, je crois que l'une des méthodes de communication du chef d'État, qui est d'abord de raréfier la parole et de parler à temps, et surtout de choisir les canaux efficaces qui vont permettre de percer les autoroutes mondiales, permet en sorte qu'il ait une assise assez efficace. En tout cas, ils avaient tous envie de vous applaudir, et pas dans le bon sens. Ah, ok. Merci. Merci en tout cas, André Luther Meka. Alors, rapidement, votre question d'entrée. 40e anniversaire de la session de Paul Biya au pouvoir. Cet anniversaire se prépare. Ouais, je ne sais pas pourquoi il rigole. Alors, redevenons sérieux. 40e anniversaire de la session de Paul Biya au pouvoir. Donc, ça se prépare au RDPC et particulièrement dans la MEFO à Conor. Alors qu'on a ces 2 documents relatifs à cette célébration, signés l'un du docteur Basile Tanganakuna et l'autre du professeur Abena Ondoa, né Obama Marie-Thérèse. Tous 2 se réclament chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans la MEFO et à Conor. Alors, certains font savoir que l'un de ces 2 documents est un fake. Vous confirmez? Je ne peux confirmer ni infirmer. Je crois qu'il revient au comité central pour pouvoir donner toute la lumière sur ces documents. Donc, en fait, il est possible que les 2 se réclament délégué départemental du comité central. L'un des documents date du 25 octobre ou le 26 et l'autre du 18 octobre. Oh, Madame Léla, vous vous adressez à la mauvaise personne. Je n'ai pas été mandaté pour clarifier cette situation. Merci en tout cas, André Luther Meka, d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, on reçoit Maître Fabien Kenyé, avocat et militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Maître et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léla, merci bien, c'est un plaisir de me retrouver sur votre plateau. Je dois adresser premièrement mes salutations très confraternelles à mon confrère aîné Maître Bébé et saluer bien bas le grand frère Xavier Missé pour sa science en matière de journalisme. Non sans naturellement aussi saluer mon copanéliste Maître Eltan André Meka qui fait semblant d'être beaucoup sérieux, qui se rit, qui se moque, n'est-ce pas, de la souffrance de la population, qui déclare entre autres que la parole présidentielle est sacrée. Pour dire quoi? Que celui qui est le seul Camerounais à qui les Camerounais ont remis sa souveraineté n'est pas obligé, n'est-ce pas, de leur adresser la parole. C'est ça qu'il s'agit. Donc ce sont là les stigmates d'un bon dictateur, en fait. Et vous permettrez aussi que je continue tout en adressant toute ma sympathie et mes encouragements, n'est-ce pas, à l'organisation des des élections, autant pour moi au sein du MSC qui sont en train de se dérouler dans Douala 2, n'est-ce pas, qui se passe de la manière la plus parfaite dans un consensus extraordinaire. Et je peux vous dire qu'au sorti du dernier électeur du bureau de vote, vous aurez ce soir, n'est-ce pas, le résultat, sans qu'il y ait eu la moindre casse comme cela, c'est souvent vu
lors du développement des organes de base du RDPC au cours desquels il y a même eu des assassinats, certains édifices publics assassinats, ont été détruits, Maître Fabien Kenyé, est-ce que tu peux il repousser? y a eu des assassinats, il y a eu des rixes, n'est-ce pas, il y a eu des atteintes corporelles. Ça, c'est sous le contrôle de mon confrère qui représente son parti politique. Je veux dire atteinte corporelle, mais assassinat, Maître Bien Fabien entendu, Kenyé. au cours desquels même certains Camerounais sont allés en exil, dont j'ai été même l'un des conseils, n'est-ce pas, d'un militant du RDPC en ma qualité d'avocat, qui allait en exil et a estimé qu'il m'avait vu faire mes preuves dans le collectif des avocats sur et que nous nous occupions effectivement des populations qui étaient en danger. En tout cas, merci Maître Fabien Kenyé d'avoir accepté notre invitation. Vous avez regardé hier la cérémonie de Ballon d'Or camerounais? Ça m'a échappé, je n'avais pas le temps. D'accord. Merci d'être avec nous ce dimanche. À côté de vous, maître René Roger Bébé, avocat, militant du PCRN. Bonjour maître et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla. Bonjour à mon excellent confrère Fabien Kenyé. Bonjour à l'aîné Xavier Messé, dont j'apprécie toujours les analyses. Et mes salutations très fraternelles à notre ami Mitel Meka. Bravo pour sa masturbation intellectuelle. C'est fort quand même ça, maître. Quoi ça? Oui, c'est très fort. Oui. Ah non, je veux dire le commentaire que vous faites. Alors, vous avez regardé par contre la cérémonie du Ballon d'Or camerounais hier? Non. Ça ne vous intéresse pas? Non, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais j'ai d'autres préoccupations. Par exemple, je ne peux pas laisser dire que si le chef de l'État dure au pouvoir, c'est tout simplement parce pour sacraliser sa parole, il la réserve exclusivement aux médias internationaux. Il ne dure pas au pouvoir parce qu'il raréfie sa parole ou parce qu'il la refuse aux journaux camerounais, notamment ceux privés. Il dure au pouvoir tout simplement parce qu'il zombifie le peuple. Il zombifie le peuple, il vicie et visse le système électoral, n'est-ce pas? Et puis entretient une certaine caste de prébendiers en étranglant ceux des intellectuels qui ne sont pas de son bord et en promouvant ceux qui le soutiennent, y compris en utilisant la force militaire pour truquer les élections et autres, en utilisant toute l'administration et les forces de l'ordre pour truquer les élections. Voilà ce qui maintient le président de la République au pouvoir depuis 40 ans. Mais si, non, vous me laissez terminer. Ne jouez pas à ce jeu. Non, ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas à ce jeu. S'il vous plaît. Chaque fois d'avoir 200 conseillers, d'avoir des députés. Vous pourriez répondre juste après, André Luther-Meka. Prenez votre patience. Allez-y, maître. Ce jeu, je suis plus fort que vous. Au jeu de nous interrompre, nous allons gâter l'émission. Non, on ne va pas s'interrompre, messieurs. Voilà. Donc, soyons corrects dans l'émission. Voilà, je disais donc que je ne peux pas laisser dire ça. Parce que s'il dure au pouvoir, c'est effectivement parce qu'il pratique l'antidémocratie. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça qu'il dure au pouvoir. Mais si ce n'est pas le cas, allons-y à la modification du code électoral et du système électoral en général. Je veux dire, maître, c'est quand même avec ce même code électoral que le PCRN a réussi à avoir 200 conseillers. Sur combien, madame? Sur combien? Et 5 députés quand même. Sur combien? Vous voyez? Ce qu'il faut faire en réalité, c'est ce que le PCRN est en train de faire. Parce que nous ne pouvons rien avoir de l'initiative qui procède de modifier le système électoral. Ce que nous devons faire, c'est d'inciter nos populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est là le chemin. Et après avoir voté, de surveiller efficacement le vote. Voilà les clés pour renverser ce régime. Et le PCRN s'y emploie. Vous voyez bien, il n'y a à l'heure actuelle aucun parti politique qui se déplace sur le terrain, sur ce champ-là, comme le PCRN. Aucun. Nous sommes sur le terrain matin, midi et soir, du lundi à dimanche, pour mobiliser les populations à s'inscrire sur les listes électorales. Dans les lieux de deuil, dans les championnats de football, partout. Nous sommes là pour faire inscrire les gens. Et c'est comme ça que nous parviendrons au changement. N'en déplaise aux officines de l'ombre qui s'évertuent à saboter l'initiative du PCRN. Vous avez entendu des balivernes dernièrement, je crois sur ce même plateau, où certains représentants de certains partis politiques se sont permis de dire que la caution de Cabral Libye en vue des élections de 2018 avait été payée par... Allez-y complètement, maître, représentant du MRC, vous avez envie, je veux dire... Voilà, merci de me rafraîchir la mémoire. Maître, vous n'aviez pas oublié. J'avais oublié, oui. Donc, que c'est le secrétaire général du RDPC qui avait payé cette caution à travers un avocat basé en France, notre confrère Timbane. Or, ce confrère a démenti les faits.
Il a démenti. Et il menace même de poursuivre ce monsieur Max Wabo en justice. D'ailleurs, l'ultimatum qu'il lui a donné a expiré. Et il va donc le poursuivre en justice pour qu'il vienne démontrer ses affirmations. J'ai également vu une vidéo d'un certain Zogo, ancien commissaire de police en fuite et exilé en France, qui avait dit la même chose, mais qui très rapidement s'était ravisé et s'était excusé en disant qu'il avait été manipulé et que ce n'est pas le RDPC qui avait payé la caution de Cabral Libye. Donc c'est pour vous dire, et pour sortir de ça, que nous avons engagé des poursuites pénales contre ce militant du MRC. Mais est-ce que l'indignation n'est pas sélective pour ce cas? Parce que en face également, il y a le militant du PCRN qui, ce même dimanche, a affirmé que Maurice Kamto avait perçu 1 milliard de francs CFA pour ne pas aller aux élections législatives et municipales. Je veux dire, est-ce que l'indignation du PCRN avec ce qui s'est passé dimanche dernier n'est pas sélective? Bon, il n'y a aucun code qui interdit l'indignation sélective. Hein. Soit mettons-nous d'accord là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que des poursuites sont déjà prêtes contre ce militant. Parce qu'il a dit sur ce plateau, vous n'allez pas très vite en besogne, je peux prouver tout ce que je déclare. Nous lui offrons donc la tribune prévue par la loi, c'est-à-dire la justice, pour venir démontrer ses affirmations. Maître Timbane ou le Non, Maître Timbane dit qu'il ne sait rien de tout cela. Non, je veux dire que... Max Weber. Non, je veux dire qui porte plainte? Parce que vous dites... C'est le PCRN, le président Cabral Libye, qui porte plainte, et le PCRN qui a été traîné dans la boue. Donc c'est nous qui portons plainte contre cet individu. Et depuis donc... Bien sûr, vous aurez l'occasion de... Et depuis donc, nous cherchons à le localiser pour lui servir la citation directe. Je ne dis pas qu'il se cache comme Saddam Hussein, non. Mais je dis que nous ne parvenons pas à le retrouver, ni où il habite, ni où il travaille pour lui servir la citation directe, pour qu'il aille en justice et démontrer aux yeux du peuple tout entier la véracité de ses allégations. Allez. Nous ne parvenons pas à le localiser, mais, et je termine par là, nous avons commis 3 détectives privés. Il est déjà cerné. Donc peut-être au sortir de cette émission, j'aurai des informations rassurantes et de bonnes informations. Et il sera donc traduit en justice pour venir dire comment le RDPC a payé la caution de Cabral Libye. Allez-y, Maître Fabien Kenyé. Ça m'intéresse. Je vais d'emblée dire en réaction que je vais me hâter de me constituer pour le compte de, n'est-ce pas, de Max Wabo, mon ami politique. Oui. Vous avez bien fait de révéler le cas qui s'est passé, la relation qui s'est passée sur le même plateau. C'est-à-dire d'un militant du PCN qui déclare carrément que son excellent le brillantime professeur Maurice Kamto, le président élu, a pris 1 milliard de francs CFA pour ne pas aller aux élections. Cela est très gros. Vous n'êtes pas sans ignorer que dans les mêmes réseaux sociaux circulent les déclarations d'un guide qui s'appelle Bessala, n'est-ce pas, qui déclare que le même président du PCN aurait reçu pratiquement 143 millions, n'est-ce pas, lors des élections présidentielles pour trahir. Ce sont des choses qui se disent. Moi, je suis toujours très mal à l'aise lorsqu'un parti dit d'opposition, n'est-ce pas, prend pour angle d'attaque l'autre parti d'opposition. En ce qui nous concerne, vous n'êtes pas sans ignorer cette affaire qui a défrayé la chronique et pour laquelle vous aviez été à mon cabinet concernant les militants du PCN qui avaient jeté feu avec Christelle Lingom en pâture. Cette femme qui est finalement décédée. Voyez-vous, en tant qu'homme politique, le président de ce parti-là a pris sur lui de dire qu'il apportait tout son soutien à ces militants qui sont aujourd'hui traduits devant la justice. Et moi, qui suis conseil des ayants droit de cette dame puisqu'elle est décédée, vous ne pouvez pas imaginer quantité, n'est-ce pas, de postes nauséabondes. Pendant tout le mois de septembre, ma photo a été affichée, n'est-ce pas, comme assassin de cette dame-là. Pas les militants pas des personnes qui seraient, n'est-ce pas, des militants du PCN. Vous imaginez ce qu'est devenu la politique aujourd'hui? Que des gens se prennent, que des gens décident, plutôt que de combattre le patron, et ça, le président usurpateur, Paul Biya, qui est le président du parti État RDPC, ils prennent sur eux de s'acharner sur un parti qui ne leur a rien fait du tout. C'est tout à fait une réaction spontanée, venant même en réponse. Vous vous rappelez très bien, aux déclarations fallacieuses, sans fondement. Voyez-vous, nous n'allons pas continuer à accepter cela. Nous avons tout à l'heure évoqué, pendant le magasin, vous l'avez dit, le cas de Missaga Nyamzi, qui avait dit avoir vu notre président du MSC en action avec quelqu'un. Ce n'est pas ça de la politique. Vous avez engagé une procédure. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le PCN est comme ce parti-là. Il faut que le peuple le sache et le peuple est témoin. Si vous faites le sondage, on vous dira. C'est comme ce parti qui sous-traite la haine tribale. N'est-ce pas? Le PCN est aujourd'hui affiché comme j'assume ce que je dis.
qui soutiennent la haine tribale. Il n'y a qu'à voir les différents postes dans les médias. Il faut que cela cesse. Si vous avez constitué votre parti, n'est-ce pas, pour combattre le gouvernement en place, pour nous délivrer le peuple camerounais de 40 ans de dictature, concentrez-vous sur cet objectif et laissez MSC tranquille. Maître, dire que le PCRN... Je vous dis qu'ils soutiennent la haine tribale. Non, je veux dire à partir des posts sur Facebook. Est-ce que c'est pas un peu léger, de parler de Kabalibi. Vous vous rappelez de sa dernière sortie. Vous vous rappelez de sa dernière sortie. Lorsqu'il parlait du président Maurice Kamto. C'est des choses abjectes qu'on ne saurait accepter. Messieurs. Vous soutenez la haine tribale. Merci, messieurs. Merci. On va clore. Merci, maître Fabien Kenyé et maître... Je ne peux pas retirer. Merci, maître. Maître Fabien Kenyé et maître Roger Bébé, merci. J'ai été interpellé, je voudrais... En quoi il a été interpellé? Non, vous avez été interpellé sur quoi? Non, maître Bébé... Vous parlez, je vais reprendre la parole. Non. Messieurs, redevenons des gentlemen, vous voulez? Redevenons des gentlemen. Vous avez pris un tour de table, je l'ai pris, chacun a pris. Si vous réagissez, je vais réagir. Une seconde, maître Fabien Kenyé. Le chef de l'État a toujours prôné une politique du consensus, de la concertation. Et à chaque élection, il y a de la concertation par rapport, n'est-ce pas, au système électoral. Je sais qu'il y a des revendications des partis politiques sur le bulletin unique, sur les procès-verbaux, etc. Je crois que c'est un système qui doit se faire à l'Assemblée nationale. C'est un parti qui a des élus, contrairement à l'autre qui est dans la rue, qui est pratiquement dans la divagation. Et nous sommes présents, nous sommes dans la scène politique. Mais c'est normal, vous faites un lobbying médiatique excellent. Monsieur, vous ne connaissez rien de la politique. Mandela a fait 25 ans. Je suis votre aîné en politique. Messieurs, j'ai dit que j'ai 20 ans de politique. André Luther Meka et maître Fabien Kenyé. Est-ce qu'on peut redevenir? Le système électoral doit se passer à l'Assemblée nationale. C'est là-bas qu'on légifère, l'Assemblée nationale. Et s'il y a des partis politiques qui ont décidé de ne pas aller dans les institutions, ne pas aller à l'Assemblée nationale, et qui fassent des réunions dans les quartiers pour pouvoir imposer Merci André Luther Meka. Je vais conclure en disant que il y a un véritable problème en ce qui, tout à l'heure, là, et ce n'est pas le politicien qui parle sur le sociologue, il y a un libertinage de la parole qui fait que n'importe qui dit n'importe quoi sur n'importe qui. Il faut bien que ça s'arrête. Moi, j'ai les mêmes cas. J'ai les militants du MRC qui ont fait des faux documents. Et même le maître, l'avocat qui dit qu'il va porter plainte là, il avait mis ce document sur sa page, que j'ai touché 26 millions pour défendre la fille du chef de l'État. Moi? Non, je dis l'avocat. Maître Timban. Il avait mis ça sur sa page. Encore que Maître Timban n'est pas là. Il n'est pas là. Maître Timban n'est pas là. Les militants du MRC avaient... J'avais décidé de porter plainte. Non, je veux dire, je suis très mal placée que... Oui, non, c'est moi qui parle. Est-ce que c'est vous? C'est moi qui parle. Ce n'est pas vous, madame. Je suis celle qui vous invite. Je suis donc en train de dire qu'il y a les maillons phoniques, il y a les machins. Ils avaient mis ce document sur leur page. J'ai été surpris qu'un avocat de son niveau mette un faux document avec une fausse signature qui dit que j'ai touché 26 millions de... J'ai failli porter plainte. C'est les mêmes gens qui sont venus... C'est les mêmes gens qui sont venus me voir. C'est les mêmes gens qui sont venus me voir pour me dire que la politique, c'est pas la guerre. Je leur demande de faire comme le chef de l'État. Quel chef de l'État? Qui pardonne. Non, les temps font quoi? Et qu'ils insultent tous les jours. Ils disent n'importe quoi. Et le chef d'État pardonne. Il faudrait parce que s'ils vont comme ça, en mettant tous les Camerounais en prison, on ne peut pas dire qu'ils sont capables, n'est-ce pas? Malheureusement, ni Maître Timban, ni toutes les personnes que vous citez, aucune de ces personnes n'est sur le plateau pour pouvoir porter sa parole et se défendre. Donc, n'ayant pas vu, je vous parle de quelque chose qui était dans les réseaux sociaux. Je ne peux malheureusement pas le porter. C'est connu de tous les Camerounais. Léla, par contre, Maître Kenyé est là. J'ai cru comprendre qu'il regrettait les propos de son camarade Ouabo. Si c'est le cas, parce qu'il a dit que c'était sous le feu de l'action, qu'il retire donc ses propos ici, et on s'en tient à ça. Est-ce que c'est moi qui avais dit ça? Il avait reçu le mandat du MSC pour le dire. Comment tu parles? Il avait reçu le mandat du MSC pour le dire. Je l'ai envoyé ici sur le plateau. Maître, sois conséquent, cher confrère. Aussi bien Maître Roger Bébé que Maître Fabien Kenyé, tous les deux, vous n'avez plus la parole. Pour sortir, qu'est-ce que vous pensez de la tournure des événements, notamment de cette affaire de débat entre Maurice Kamto et Kabalibi? Mais vous voyez, d'abord, non, la parole sera donnée uniquement à Xavier Messier sur cette question. J'ai eu à réagir sur ce sujet-là, sur ma page Facebook, pour avoir un débat entre deux hommes politiques. Il faut qu'il y ait une raison, une cause. Nous ne sommes pas à la veille d'une consultation électorale. Il n'y a pas un véritable problème qui se pose à la nation en dehors, n'est-ce pas, de cette crise sociale, économique.
Je ne vois donc pas comme ça tomber du ciel 2 leaders politiques, 2 présidents de 2 partis politiques. On les affronte. Moi, je n'ai pas compris. Pour faire quoi? Je n'ai pas compris du tout. Mais je pense que lorsqu'il y a 2 programmes qui s'affrontent à la veille d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative, il y a 2 programmes qui s'opposent, qui s'affrontent. On peut donc solliciter 2, 3, 4 personnes pour les affronter. Mais du coup, comme ça, sorti de rien du tout, je n'ai pas compris. Alors, je suis arrivé à la conclusion que c'est peut-être des personnes tapis dans l'ombre qui veulent voir ces personnes-là s'affronter sur un rien. Alors, heureusement, j'ai compris que Cabral Libye, qui était l'un des instigateurs, parce qu'il a réagi positivement, qu'il voulait ce débat. Non, pas l'instigateur. Enfin, les mots, on les peut-être, sent. je les retire, Il a accepté. Il a dit que c'était à sa Il a accepté ce débat. Voilà, il a accepté le débat. Mais de l'autre côté, j'ai vu que Maurice Kamto n'a pas réagi. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté ce débat. Et je pense que je suis de son avis que ce débat n'a pas lieu en ce moment. Alors, puisque je suis celle qui invitait M. Macon et M. Wabo dimanche, je demande, ou alors j'implore le PCRN de laisser passer cette affaire-là comme ça. Ils ne peuvent même pas. Voilà. André, non, vous voulez connaître ma position, Léla. Ils ne peuvent pas porter plainte. Non, je ne vous ai pas donné la parole sur ce sujet. Nous avons des tonnes de plaintes qu'on peut leur servir. Non, je ne vous ai pas donné. Messieurs, revenons. Ah non, il a parlé de mon leader. Il a parlé de Cabral Libye. Il faut bien qu'on se mette d'accord. Cabral Libye n'a pas... Il est revenu sur ses propos. Il est revenu également sur ses propos. Mais je voudrais dire que ce que le grand frère a dit me paraît aussi très grave. Parce qu'il dit qu'il n'y a Mais c'est son avis, maître. Oui, c'est son bien avis, sûr, maître. C'est pour ça que je donne le mien. On est d'accord. Cette tranche d'antenne nous sert à... Pardon. Cette tranche d'antenne nous Je dis donc... Alors l'essentiel est là, s'il vous plaît. Oui, mais c'est l'essentiel. Pourquoi vous voulez le censurer? Je dis donc que... Vous voulez le censurer? Non, il peut André, il peut même pas. Je dis que ce que le grand frère dit... André Luther-Béca. La vie du grand frère, je le parle. C'est un débat important. Messieurs, allez-y. Ce que le grand frère Oui. dit, je ne le partage pas. Parce qu'il a dit qu'il n'y a rien d'important. Il faut attendre la veille d'une élection présidentielle ou législative. Mais je dis que les Camerounais vivent le drame en permanence, grand frère. Tous les jours, il y a un problème. Et qui est responsable? Je veux dire, si ce débat a lieu aujourd'hui, demain, si ce débat a lieu aujourd'hui, demain, qu'est-ce que ça changerait sur les drames que vivent les Camerounais aujourd'hui? Ça change que, constitutionnellement parlant, les partis politiques ont pour mission de contribuer à l'éveil des consciences de la population. En croisant le VEP? Oui, tout à fait. En débattant, madame. En échangeant, c'est-à-dire en croisant nos points de vue. Pour mieux éclairer les populations. Il ne faut pas attendre la veille d'une élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, les gens meurent dans le nozo. Oui. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent pas inscrire les enfants à l'école. Pourtant, il y a des programmes alternatifs qui peuvent permettre de résoudre ces questions. Par contre, et même de suggérer des pistes de solutions au gouvernement. D'accord. C'est pour ça que le débat est important à tout moment. D'ailleurs, qu'est-ce que nous faisons ici? Nous débattons. Parlons rapidement de celui qui a émis cette idée, cette idée de débat. Est-ce que c'est un militant du PCRN? Non. Est-ce qu'il est proche du PCRN? Pas du tout. Est-ce que c'est un sympathisant du PCRN? Pas du tout. Très bien. Hôpital régional de Bafoussam, on repart avec vous, maître Fabien Keigné. Comment est-ce que vous analysez le rétropédalage de son directeur? Le 26 octobre, le professeur Eno Georges a interdit l'admission des patients n'ayant pas payé au préalable 50 000 francs de caution sur instruction du ministre Santé. Il reviendra plus tard sur sa décision. Comment est-ce que vous analysez ce rétropédalage? Et là, vous voyez là, vraiment, le Cameroun est en totale dislocation. Le pouvoir est complètement dans la rue. Moi, j'ai dû faire un post sur mon mur par rapport à cette première sortie qui consacrait, qui imposait, n'est-ce pas, 50 000 francs à tout Camerounais qui serait reçu dans cet hôpital régional-là. Vous vous imaginez, ça veut dire que si vous avez un simple palu, vous êtes en train de mourir, vous arrivez dans cet hôpital, tant que vous ne déposez pas une caution de 50 000 francs CFA, vous ne pouvez pas être pris en charge. Pour les cas d'urgence, ça veut dire que si vous êtes accidenté, il faut vous sauver, n'est-ce pas, rapidement. Cet hôpital ne doit pas vous accepter. Qu'est-ce que ça dit? Ça voudrait tout simplement dire que ce pays n'est plus gouverné. Parce qu'il y a c'est un acte administratif, sous le contrôle de mon confrère aîné. Lorsqu'on prend un acte administratif, il y a ce qu'on appelle les visas. C'est-à-dire les fondements légaux qui vous permettent de prendre cette décision-là, et même l'opportunité. Aucun texte de loi, puisque n'est-ce pas la légalité, puisque la loi consacre la gratuité des soins au Cameroun. Et d'abord, vous devez commencer par les visas.
pour dire quoi, que ce monsieur est d'une incompétence administrative extraordinaire. S'il avait été un tout petit peu compétent, il n'aurait pas pris cette décision. Et c'est ce qui se passe malheureusement avec les gens qui sont nommés par le RDPC. Il a fait effectivement le rétropédalage, eu égard aux réactions, n'est-ce pas, massives, qu'il a vu s'abattre sur son acte qu'il avait pris. C'est pour cette raison qu'il avait fait le rétropédalage et est revenu à la raison. Parce que dans un pays normal comme celui-ci, de tels actes ne devraient pas être pris. Alors, Xavier Messé, vous parlez tout à l'heure de l'opportunité du débat entre Maurice Kamto et Cabral Libye. Revenons à ce sujet-ci. Est-ce que la décision du directeur de l'hôpital régional de Bafoussam, est-ce qu'elle était opportune? Oui, tout à fait. Je pense que ce qu'il faut d'abord dire, c'est que les services publics comme la santé, comme l'éducation, devaient tendre vers la gratuité. C'est même consacré. C'est ça. Ça devait tendre vers la gratuité. Mais vous voyez que la réalité est tout à fait autre chose. Nos hôpitaux ne reçoivent presque pas de subventions. Et les chefs, les directeurs des hôpitaux, les cabinets publics sont obligés, n'est-ce pas, de se battre en allant peut-être racketter à la limite les patients pour pouvoir les soigner. Mais je pense que, comme il a dit, maître, il a totalement raison, le directeur de cet hôpital est allé trop vite en besogne. Mais il ne faut pas non plus négliger son besoin. Son besoin est là, il est réel. Il doit soigner, il doit accueillir les patients avec quoi? Ces mains des hôpitaux ne sont plus subventionnés, pratiquement plus. Aller dans les hôpitaux, ce sont des mouroirs. Alors, il laisse, n'est-ce pas, son honneur de recevoir des gens sans les soigner. Il demande une contribution, mais c'est qu'il a poussé le bouchon trop loin en demandant une caution de 50 000 francs. Et il pouvait le faire d'une manière tout à fait discrète, de sommes moins élevées que ça. Mais je pense que dans la norme, il a été rappelé à l'ordre. Je crois que c'est le plus important. Alors, vous savez, André Luther-Mécal, les aspirations étaient presque collectives sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous faisiez partie également des indignés? Oui, j'ai été pratiquement affligé par cette situation parce que nous sommes tous des humains. Vous savez, il y a le besoin de se soigner qui est un besoin fondamental. Et je crois que le médecin c'est un humaniste à la base. Parce que, vous savez, dans la vocation des métiers, il faut d'abord savoir quelle est la vocation, la prédestination des métiers. Si vous allez dans les métiers comme l'enseignement, comme disait le grand frère, la médecine, il faut savoir que c'est des métiers altruistes, humanistes, où il faut sauver des vies, où il faut donner la connaissance. Donc, naturellement, c'est important d'abord de sauver une vie. C'est important de soigner, de guérir et de redonner, n'est-ce pas, la vitalité à un être humain. Mais également, comme disait le grand frère, j'ai constaté qu'il n'y a pas une culture d'aller à l'hôpital. Une culture d'aller à l'hôpital. J'étais pratiquement dans cette culture-là, l'automédication. Si vous avez besoin vous avez le mot de tête, vous prenez l'Aspro à l'époque et Ferragan. Mais je suis allé à l'hôpital. J'ai eu un aîné qui m'a dit, il faut aller à l'hôpital. J'ai commencé à aller à l'hôpital. J'ai été agréablement surpris de voir que c'est moins cher. Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous avez un carnet de 1000 francs à peu près. Moi, je vous dis d'expérience. Vous avez un carnet de 1000 francs. On vous dit, bon, pour les premiers soins, il faut l'esparadrap, il faut ceci, il faut cela. Je vais là-bas, c'est presque 8 000 francs, 5 000 francs, et on fait les premiers soins de la blessure. Je peux vous le dire, j'ai été à l'hôpital de Bonassama, j'ai été à l'hôpital de Deido. D'ailleurs, mes enfants sont nés à l'hôpital de Deido, d'autres sont nés. Donc, non. Donc, il y a d'abord, et moi j'ai été agréablement surpris du fait que les prix étaient relativement moins chers. Je le dis, vous êtes toujours en train de rigoler, même quand je dis des choses sérieuses. Et j'aimerais que vous ne rigolez pas, parce que ceux qui nous écoutent, ils ne vont pas à l'hôpital. Les Camerounais n'ont pas la culture de l'hôpital. C'est l'automédication. On fait une décoction, on pense. Donc, le médecin que vous voyez là est un médecin qui est dans ce que je peux appeler une dissonance cognitive. Il a besoin des moyens pour pouvoir assurer le nécessaire dans son hôpital. Et il a aussi le besoin, n'est-ce pas, de soigner. Je crois qu'il faut couper la poire en deux. Et couper la poire en deux, c'est quoi? C'est que ceux qui sont à l'Assemblée nationale et pas ceux qui sont dans la rue et dans les quartiers et qui nous embêtent sur les plateaux, savent très bien qu'il y a eu des transferts de compétences au niveau, n'est-ce pas, des régions, au niveau des mairies. Et ces transferts de compétences-là, les hôpitaux doivent travailler en collaboration avec les mairies de villes, doivent travailler en collaboration avec, n'est-ce pas, les régions pour qu'il puisse y avoir une symbiose pour supporter, n'est-ce pas, les cas sociaux. Parce que les présidents des régions, les maires des villes, c'est des hommes politiques
Ils ont notamment un transfert de compétences qui leur permet, n'est-ce pas, d'asseoir une politique sociale au niveau des hôpitaux. Et je crois que ça peut se faire. Dès lors que ça se fait déjà que lorsque mon enfant est né, j'ai trouvé la mairie à l'hôpital, on m'a fait la déclaration de naissance et puis la mairie a pris le relais, n'est-ce pas, de l'acte de naissance. Donc il y a des choses qui peuvent se faire. Et c'est ce qu'on appelle du niveau de l'opposition de réfléchir pour apporter des propositions. Et c'est pour ça que je souscris pour le débat politique. Il faut qu'il y ait le débat politique. Il faut que les politiciens puissent faire des débats pour proposer des solutions. Nous sommes sortis de ce sujet. Maître René Roger, bébé, la santé au Cameroun, est-ce qu'elle a la portée de toutes les bourses, comme pense André Luther-Meka? Mais bien sûr que non. Selon les chiffres de la Banque mondiale, près de 80% de Camerounais vivent en dessous du seuil de la pauvreté. C'est-à-dire un peuple avec moins d'$1 par jour. Comment peut-il faire pour ce soir? $1, c'est environ, je crois, 500 francs CFA. 500 francs CFA, vous comprenez? Moi, je veux dire que ce que le ministre a fait est applaudi, n'est-ce pas? C'est applaudi. Mais ça change quoi, fondamentalement, au vécu des Camerounais? Rien du tout. Moi, j'ai l'impression que ce que le ministre reproche à son collaborateur, c'est d'avoir divulgué, extérioriser cette décision-là, d'imposer cette... Mais c'est ce qui s'est fait déjà au quotidien dans les hôpitaux. C'est ce qui s'est fait déjà au quotidien. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que demain, si M. André, je touche du bois que ça ne lui arrive pas, s'il est victime d'un AVC, nous l'amenons tout de suite là, à l'hôpital général ou à la Quintini, est-ce que le scanner sera fait gratuitement? Que nous dit le serment d'Hippocrate? Il faut mettre tout cela en cohérence. On va vous demander 100 000 ou 200 000 francs pour faire le scanner. Parce que c'est la condition pour soigner un malade, une victime d'AVC. Il faut d'abord faire le scanner. Qui prendra ça en charge? C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait contre ce que l'aîné a dit, à savoir que ces gens ont besoin de moyens. Mais voyez-vous, tous les moyens dont peut disposer l'État du Cameroun, c'est-à-dire les moyens des Camerounais, sont spoliés, détournés par les fonctionnaires de l'État. Les plus riches au Cameroun aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires. Ils sont milliardaires. L'argent des Camerounais sert à quoi? À construire des villas, à acheter des voitures pour des maîtresses et autres. C'est à ça que sert l'argent des Camerounais. Alors que nous, il a dit que l'opposition doit aller vers des propositions. Au PCRN, nous en avons, et des concrètes. Nous disons qu'il faut prendre une loi qui va instaurer l'assurance médicale obligatoire pour tous les Camerounais. Il faut donc à cet effet créer une caisse d'assurance maladie. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que chaque Camerounais, dès la naissance, paye 1000 francs par mois. 1000 francs par mois, ça fait 25 milliards par mois. Ça fait donc, en 12 mois, vous avez combien? 300 milliards. Or, les besoins de santé des Camerounais aujourd'hui s'évaluent à peu près 500 milliards de francs CFA. Si les Camerounais peuvent donc mettre dans la caisse d'assurance maladie 300 milliards de francs, l'État peut combler le gap. Un ou deux fonctionnaires, un ou deux ministres peuvent combler ce gap. 200 milliards seulement. Hein, monsieur Meka, vos camarades peuvent combler ça. Non, attendez, vous avez demandé des propositions. Je disais donc que non, nous travaillons en profondeur. C'est pour ça que je vous donne ces études. Et qu'est-ce que nous devons faire d'autre? Nous devons, après avoir fait cela, nous devons renforcer la médecine traditionnelle au Cameroun. Et pour cela, je fais un clin d'œil à la décentralisation. Vous savez, je suis maire. Il faut donner les moyens aux maires. Vous l'avez dit. Je suis deuxième adjoint au maire, en charge entre autres de la santé et du social. Zéro moyen. Ah, vous n'avez pas de budget. Zéro moyen. Vous comprenez? Nous devons, par ailleurs, nous devons renforcer et mettre sur, je dirais même pas renforcer, nous devons créer une véritable industrie de fabrication du médicament au Cameroun et cesser de dépendre de l'extérieur. Pour le médicament, nous dépendons de l'extérieur. Vous terminez, maître. Oui, pour les pièces détachées de nos véhicules, nous dépendons de l'extérieur. Pour tout, nous dépendons de l'extérieur. Même pour notre diplomatie, c'est la France qui la porte. Pour notre monnaie, nous dépendons de l'extérieur. Nous devons sortir de cette dépendance-là et gagner notre véritable indépendance. C'est comme ça que nous allons changer les choses. Et pour y parvenir, il faut changer le régime vieillissant de 40 ans. Et pour changer ce régime, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'inscrire sur les listes que le peuple porte au pouvoir un parti jeune, frais, comme le PCRN. Parce qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Mais nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Ok, merci de me le rappeler. Merci. Alors, depuis quelques jours, le SGPR est au centre de tous les débats. Entre sa convocation au TCS, apprend-on de Jeune Afrique, du messager de mutation, son refus de s'y rendre.
rendre et le mandat d'amener émis contre lui, nous dit la presse. Chacun y va de son commentaire. Encore les journaux. Ferdinand Ngongo a été convoqué dans le cadre de l'enquête ovette sur le Covid-Gate. Dans le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême a documenté des surfacturations et de nombreuses autres irrégularités. On repart avec vous, Xavier Messé. Mandat d'amener contre le SGPR. Quel crédit est-ce que vous accordez à cette information publiée dans Jeune Afrique, dans Mutation, dans le Messager? C'est une information qui est fondée. Ça, c'est d'abord le principe. Elle est fondée. C'est réel. C'est réel. Le secrétaire général de la présidence de la République a été convoqué plusieurs fois. Il ne s'est jamais rendu. Et il a été instruit à la justice de le faire venir à la convocation. C'est ce que vous appelez mandat d'amener. Il n'a pas tempéré non plus. Ça fait très mal. Ça fait très mal de voir que... Vous savez, ça m'a amené à me rappeler d'une phrase que j'avais lue dans mes livres d'histoire. C'était exactement le 13 avril 1655. À l'époque, Louis XIV régnait à Versailles. Il y avait un groupe de députés qui se trouvait à Paris et qui, de temps en temps, s'opposait aux lois, aux décrets, n'est-ce pas, aux décrets royaux. Et Louis XIV avait dit, l'État, c'est moi. L'État, c'est moi. C'est-à-dire, il défie là les députés qui s'opposaient de temps en temps à ces décisions. Et je me suis rappelé de cela. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Le chef de l'État, Paul Biya, a dit que l'État, c'est moi, c'est-à-dire c'est lui. C'est dommage qu'on soit en démocratie et que nous ayons ce genre de comportement. La séparation de pouvoir n'existe pas. Je constate cela. Si la séparation de pouvoir existait, on laisserait la justice faire son travail. Personne n'est au-dessus des lois. Si on a convoqué quelqu'un parce qu'il a eu à gérer des fonds publics, il faut qu'il en rende compte. Dire qu'on est au-dessus des institutions, on ne respecte pas la loi, on ne respecte pas la justice, le pouvoir parlementaire est aussi aux ordres de l'exécutif, ce n'est pas normal. Ça veut dire tout simplement que le chef d'État dit « l'État, c'est moi ». Et quand on en arrive là, un juge d'instruction qui prend une décision pour convoquer un compatriote, un citoyen, qui est justiciable, et que celui-ci se donne le pouvoir de ne pas y aller, il est soutenu par le chef de l'État. Ça veut dire que l'exécutif a balayé d'un revers de main tous les autres pouvoirs, législatifs et exécutifs. Quand on arrive à ce niveau, n'est-ce pas, dans un environnement qui se dit démocratique, moi je déplore. Ça me fait très mal de voir que ce n'est pas la première fois. Les juges ont pris des décisions. Le président de la République a annulé. Les ministres ont pris des décisions. Le président de la République a annulé. Pourquoi on en arrive là? Si le président de la République voudrait, il a dit lui-même qu'il aimerait que, après lui, qu'on se souvienne qu'il a apporté la démocratie au Cameroun. On ne peut pas apporter la démocratie. Non, on ne peut pas apporter la démocratie lorsqu'on n'est pas soi-même démocrate. Le président de la République, ce n'est pas un défaut. Il n'est pas un démocrate. Il a une culture monarchique. Ça se voit. Il a une culture. Ce n'est pas un défaut. Il y a des monarques, il y a des démocrates. Dire qu'il est monarchique, ce n'est pas lui faire offense, mais c'est une réalité. À partir du moment où on n'accepte pas les contre-pouvoirs, à partir du moment où on assoit son autorité sur tout, dire l'État, c'est moi, ça veut dire qu'on n'est pas démocrate. Maître Fabien Kenyé, pour revenir avec le droit, c'est quoi exactement un mandat d'amener et quand est-ce qu'il est émis? Je crois que le mandat d'amener va être défini dans le Code de procédure pénale en ses articles 13, 10 et suivant, 13, 14, pour si ma mémoire est exacte. En fait, le mémoire d'amener est un ordre, n'est-ce pas, pris par une autorité judiciaire qui peut être le procureur, le juge d'instruction ou le juge. Un ordre donné aux officiers de police judiciaire pour amener une personne qui refuse de répondre des actes de justice par devant elle pour qu'elle comparaisse. Vous comprenez? C'est ça la définition du mandat d'amener. Lorsque j'ai eu dit ça, en ce qui concerne le cas présent du secrétaire général de la présidence de la République, au-delà de cette lecture théorique légale, n'est-ce pas, de cet acte, il faut bien se poser la question de savoir comment ce mandat d'amener peut être exécuté contre cette personne, qui est aujourd'hui comme un demi-dieu, qui a reçu du président de la République le mandat permanent de poser quelque acte que ce soit
poser quelques actes que ce soit de sa propre fonction. C'est-à-dire le secrétaire général de la présidence de la République, dans la pratique, est devenu aujourd'hui le patron de tous les ministres. On sait qu'il y a une procédure judiciaire qui est ouverte contre lui, relativement à tout ce que vous avez dit, donc tous les soupçons de détournement des deniers publics dans le cadre de l'organisation de la CAN et dans le cadre de la Covid-19, n'est-ce pas? Il a soulu le ministre de la Justice par rapport au fonctionnement, au fonctionnement du gouvernement camerounais. Il a suivi le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, c'est lui qui est le patron des procureurs et autres. Et c'est le procureur général en l'occurrence, qui dans le cadre du TCS peut prendre un mandat d'amener lorsque la procédure est encore au niveau des enquêtes. C'est lui qui diligente les enquêtes. C'est lui qui peut prendre celui de décerner un mandat d'amener contre telle personne. Je voudrais bien savoir si ce mandat d'amener peut être exécuté contre une personne qui est hiérarchiquement supérieure à l'auteur de l'acte. C'est là toute la difficulté. Bien qu'en principe tout le monde soit au-dessus de la loi, nous avons construit une société qui fait en sorte, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de séparation de pouvoir. Et dès qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, vous constatez que nous avons une seule personne, en l'occurrence le président de la République ou son vice-dieu qu'il a nommé, a tous les pouvoirs concentrés entre ses mains. C'est pour cette raison que sur le plan pratique, il n'entend répondre à aucune réquisition de la justice. Voilà où nous en sommes malheureusement. Alors, André Luther Mekapo allait dans le sens de la presse. C'est vrai. Et la nouvelle affirme que le chef de l'État a instruit de surseoir justement à ce mandat. Xavier Messé et maître Fabien Kenny a argumenté là-dessus. Quel est le problème que pose cet acte du chef de l'État? Disons que je voudrais d'abord m'étonner du fait que de façon péremptoire, qu'on dise qu'il y a un mandat d'amener. Vous savez très bien qu'il y a la circulation des documents administratifs. Moi, je ne l'ai pas vu, ce mandat d'amener. Donc, je vais sur des hypothèses parce que je fais la prudence du fait que pour analyser quelque chose, pour dire de façon péremptoire qu'il faut ceci, il faudrait que nous l'ayons vu. C'est l'un des rares documents qu'on n'a pas vu. Et pour ça, je pars sur des hypothèses. La première hypothèse qui est simple, c'est que s'il y a un mandat d'amener, ça veut dire que la justice fait son travail, contrairement à ce que le grand frère Xavier Messé dit. Parce que s'il y a l'hypothèse du fait qu'il y a un mandat d'amener du SGPR, secrétaire général de la présidence, qui est nettement le patron de la sécurité, le patron de ceci, de cela, ça veut dire que la justice fait son travail. Ça veut dire que nous sommes dans un pays démocratique, un pays où il n'y a pas de baronnat, où la justice est susceptible d'interpeller quelle que soit la personnalité. Ça, c'est la première hypothèse. Et ça, je crois qu'il est important qu'on se dise que si c'est le cas, il faut féliciter le chef de l'État, il faut féliciter la justice, qui pratiquement est froide. Et quand le chef de l'État demande de suspendre ce mandat d'amener, la deuxième hypothèse, c'est si il n'y a pas mandat d'amener. Enfin, vous n'avez pas poussé le raisonnement. Vous allez me laisser... S'il y a un mandat d'amener, on félicite le chef de l'État. Madame, non, je veux dire pour aller dans le Madame même sens. Ganze, je suis journaliste. Et si... Vous êtes journaliste? Oui, je suis il a une formation de journaliste, André Luther Mekapo. Non, j'ai plusieurs casques, j'ai été formé dans plusieurs écoles. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que je viens à votre question, mais je pose des préalables qui vont permettre... Parce que nous ne parlons pas pour vous, nous parlons pour les Camerounais, pour qu'ils comprennent. Parce que la première leçon que j'ai donnée, c'est que pour dire oui, il faut avoir un document de base. Il n'y en a pas. Je vais sur des hypothèses. La première hypothèse, c'est que si c'est vrai, ça veut dire que la justice fait son travail. Il n'y a pas de demi-dieux, il n'y a pas de vice-dieux. On peut convoquer tout le monde pour être simple. La deuxième hypothèse, c'est que si il n'y a pas de mandat d'amener, il faut s'interroger sur l'acharnement qui existe, sur cette amplification qui fait en sorte que lorsqu'il n'y a pas de fait qui prouve qu'il y a délit, qu'il puisse y avoir autant d'acharnement, autant dans les journaux, autant dans les réseaux sociaux, et on se demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi on veut absolument qu'il puisse être interpellé. Maintenant, pour revenir à votre question, dès lors que je n'ai pas un document qui me prouve qu'il y a eu un mandat d'amener, je ne peux pas aller au niveau, n'est-ce pas, du fait que cela a été... Mais si on veut poursuivre dans les hypothèses, André Luther Mekapo, vous avez posé une hypothèse au début. Oui. S'il y a mandat d'amener, on félicite le chef de l'État. Et la justice camerounaise. On poursuit le raisonnement. S'il y a mandat d'amener et que par la suite, le chef de l'État a demandé que ce mandat soit suspendu, qu'est-ce qu'on fait du chef de l'État dans cette hypothèse-là? C'est la suite simplement logique. Mais c'est tout à fait normal également, par la suite du simple fait que il est tout à fait normal qu'on respecte l'autorité de l'État. Pourquoi? Laissez-moi parler, parce que si vous m'interrompez chaque fois, il est normal qu'on respecte l'autorité de l'État, parce que si, c'est une hypothèse,
on convoque, n'est-ce pas, le secrétaire général en fonction, on peut convoquer le président, on peut convoquer le président du Sénat, on peut convoquer tout le monde, ça devient, n'est-ce pas, du désordre. Il faudrait qu'il soit nettement, qu'il y ait une manière d'aborder cette autorité, de pouvoir faire en sorte que, si possible, s'il y a cette hypothèse, qu'on lui décharge d'abord de ses fonctions et que, nettement, la justice s'occupe, n'est-ce pas, de la procédure. Ce sont les techniciens. Moi, je connais leur expertise. Ils vont certainement nous dire, mais il y a un volet judiciaire, il y a un volet politique, il y a un volet administratif qu'il faut y respecter. Antoine Temeka, pour ou contre le principe de séparation des pouvoirs? Je vous l'ai dit, et je l'ai dit dans une émission très courue, le principe de la séparation des pouvoirs est évanescent, ça n'existe pas. C'est un leurre. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous partons du fait, n'est-ce pas, du pacte social. Vous donnez votre volonté générale à une sorte de léviathan qui fixe les limites du juste et injuste et qui incarne, n'est-ce pas, la politique de la justice, la politique du sport, la politique, et qui permet à ce que ces politiques-là puissent fonctionner. Et c'est lui le garant, n'est-ce pas, de cette politique. Et il est le garant de la Constitution. Je vous prends un exemple simple. On dit que tout le monde est égal devant la loi, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que c'est vrai? Les députés, ils ont l'immunité. D'accord. Alors, Maître René Roger, comment est-ce que vous analysez justement l'attitude du SGPR face à la justice? Mais avant ça, il faudrait d'abord lever quelque chose de grave qui vient d'être dit, c'est-à-dire à savoir que le président de la République devrait incarner tous les pouvoirs. Non, 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 c'est très faux. Parce que c'est le peuple seul qui est souverain. Le peuple. Et c'est le peuple. Ils ont donné un mandat. Attendez, je viens. Oui, allez-y. Ils ont donné un mandat. Non, ils ont conféré. André Luther Meka. Dans les installations, il y a une phrase. Suivez au moins. Qui me sont conférés. André Luther Meka. Oui, allez-y, Maître René. Moi-même qui suis maire, oui, en unissant des gens qui veulent se marier, des couples, je prononce cette formule en vertu des pouvoirs qui me sont conférés. Oui. Mais cela ne veut rien dire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, suivez. Oui, je vous suis. Suivez. Je veux dire que c'est le peuple seul qui est souverain. Lisez le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. C'est le peuple seul qui est souverain. Et c'est lui qui... tous les jours. Voilà, très bien. Vous serez donc d'accord avec moi. C'est lui donc qui accorde une partie de sa souveraineté au monarque, ici au président de la République. Mais c'est ce peuple souverain qui, dans la Constitution, consacre le principe de la séparation des pouvoirs. À partir de là, vous ne pouvez donc pas venir à la télévision dire que ce principe de la séparation des pouvoirs n'est qu'un leurre, n'existe pas. Ça, c'est la première chose que je voulais relever, parce qu'il ne fallait pas passer là-dessus. Maintenant, la question, c'était de savoir l'attitude par rapport... Qu'est-ce que je pense de l'attitude du SGPR? Là, pour une fois au moins, je voudrais être d'accord avec M. Luther Meka, pour dire que je vais convoquer mes deux casquettes, de juriste, avocat et de politicien, d'accord? De Camerounais lambda. En tant que juriste, avocat pratiquant, je ne peux m'exprimer que sur la base d'un dossier. Or, je n'ai jamais vu ni le mandat d'amener, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu l'ordre du président de la République de suspendre ce mandat d'amener. Vous comprenez? Donc voilà ce que je peux dire en tant que juriste. Je reste prudent. Parce que si on se fie simplement à Jeune Afrique, parce que c'est la source que vous avez évoquée, rappelez-vous que c'est France 24 qui avait relayé, qui avait propagé que les produits vendus par une entreprise, Nourishka, étaient nocifs et toxiques pour les populations. Or, les expertises menées au Cameroun et ailleurs ont prouvé que c'était le contraire. Vous comprenez? Donc, il faut de la prudence. Ça, c'est d'un. Maintenant, puisque nous sommes sur des hypothèses, comme vous avez dit, si cela est vrai, oui. Non, moi-même, j'évolue sur le terrain. Allez-y, dès lors que j'ai dit que je n'ai pas vu les actes. Vous êtes un avocat excellent, prudent. Merci beaucoup. Si, quand je dis quelque chose qui l'arrange, il m'en sens. Mais c'est tout à fait normal. André Luther Meka, je vous en prie. Si donc, cela pourrait être vrai, que le mandat a été émis, et le SGPR a refusé de déférer à la convocation, mais c'est d'une extrême gravité. Parce que les instruments tels qu'ils existent aujourd'hui consacrent le président de la République garant de la magistrature, garant du pouvoir judiciaire. Vous comprenez? Garant. Or, le SGPR est le plus proche collaborateur du chef de l'État.
le plus proche collaborateur du chef de l'État. C'est donc lui qui doit montrer l'exemple en matière de respect de la justice. Surtout que, le mandat d'amener, comme vous l'a décrit mon confrère, mon excellent confrère Kenny, le mandat d'amener n'a aucun lien avec une quelconque présomption de culpabilité. Le mandat d'amener ne veut pas dire que vous êtes coupable. Le mandat d'amener, c'est juste une forme de convocation musclée. C'est-à-dire qu'on vous a convoqué en douce, une fois vous n'êtes pas venu, en douce, deux fois vous n'êtes pas venu, troisièmement on dit, bon voilà, on ne va pas se moquer de la justice. Au PJ, allez me l'amener. La preuve, nous dit la loi, dès que vous comparaissez devant l'autorité auteur du mandat d'amener, l'effet du mandat cesse. Donc vous déclarez ce que vous avez à déclarer et c'est maintenant à cette autorité de décider. Soit vous rentrez chez vous, soit on vous garde. Donc le mandat d'amener n'est rien de mauvais. Je ne comprends donc pas pourquoi le SGPR n'a pas déféré à cette convocation. Vous comprenez? Je ne comprends pas. Et de deux, si le chef de l'État, parce que là j'ai parlé du SGPR, si le chef de l'État a ordonné la suspension de cet ordre de la justice, c'est également une grave entorse. Une grave entorse au fonctionnement normal des institutions. Parce qu'il est garant du bon fonctionnement de la justice. Et c'est pour ça, si vous me permettez, de dire une réforme que nous proposons au PCRN par rapport à la justice. C'est très important. C'est très important. En 30 secondes. En 30 même secondes, pas 30 exactement. Secondes. Rapidement, maître. Pour nous, le chef de l'État ne doit plus être garant de l'indépendance de la justice. Pour éviter ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre le pouvoir à la justice, aux magistrats. Que les magistrats... Merci maître René Roger. Alors maître Guénier, comment est-ce qu'il faut analyser l'emballement de l'opinion publique? Tu imagines ça aux États-Unis? Maître René Roger Bébé et André Luther Meka, comment est-ce qu'il faut analyser justement l'emballement de l'opinion publique sur cette question? Parce que si on se réfère encore une fois à ce que dit la presse, le SGPR est convoqué comme témoin et pas comme suspect. Je ne sais pas d'où tirer l'information suivant laquelle il est convoqué comme témoin. Comme l'a dit mon confrère, c'est que M. André Luther Meka, nous n'avons pas entre nos mains le dossier, encore le mandat en question. Je crois que nous disons que ce qui ressort des réseaux sociaux, c'est le mandat d'amener comme suspect. N'est-ce pas? Encore que je préfère me fier à ce qui ressort de la presse. De la presse. Peut-être vous-même, qui êtes les plus grands investigateurs, vous devriez présenter même cette acte ici, pour qu'on sache s'il comparaît comme... Toujours est-il que peu importe la casquette sous laquelle il est convoqué, peu importe, n'est-ce pas? Il devrait, comme vient de le dire mon confrère, déférer à la convocation qui lui est servie par la justice ou exécuter les mandats qui sont décernés contre lui. Sauf que je réitère encore ce que j'ai dit tout à l'heure, il se trouve que les personnes qui sont chargées d'exécuter ce mandat-là, n'est-ce pas, sont ses subordonnés. En ce que il est considéré aujourd'hui, par rapport à la gouvernance au Cameroun, comme le président de la République bis, puisqu'il a reçu un mandat permanent pour discriminer même, n'est-ce pas? On ne devrait même pas arriver au mandat d'amener. On ne devrait pas arriver au mandat d'amener sur le plan pratique. Il devrait aller. Allez-y, maître Fabien. Donc sur le plan pratique, ce mandat-là ne peut pas être exécuté. Pour la simple raison que les auteurs de ce mandat sont ses subordonnés. On regarde la gouvernance actuelle. Donc nous en sommes là. Et aussi, comme politique, je vous assure que j'ai répondu à cette question parce que je suis obligé de répondre à vos téléspectateurs ou de tout le monde par respect pour vous. Sinon, ces débats-là, c'est un débat qui est de plus en plus jeté en pâture pour distraire la population. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la vie de chaque Camerounais au quotidien. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité dans l'intervalle d'acheter du gaz chez vous. Je ne sais pas si vous avez de l'électricité chez vous. Je ne sais pas si vous avez de l'eau. Si vous avez les soins. Donc, régulièrement, c'est des choses qu'on jette en pâture pour nous détourner de l'objectif principal, qui est de savoir comment faire pour nous débarrasser de 40 ans de déstructuration de ce pays. D'accord. Je vous assure, c'est de ça qu'il s'agit effectivement. André Luther Meka, avant Xavier Messé, justement, comme vous, une partie de l'opinion estime qu'il s'agit d'un acharnement contre la personne du SGPR, quand l'autre partie pense que c'est un épisode de plus dans la bataille de succession à laquelle se livrent les piliers du régime en place. Où est-ce que vous vous situez? Disons que je me situe nulle part. Et vous savez, nous sommes dans une société sensationnelle. Sensationnelle parce que la presse amplifie un certain nombre de faits qui font en sorte que ça devient des faits centraux à la vie des Camerounais. Parce que comme vous pouvez le penser, dès lors que vous entendez qu'on a un mandat d'amener un SGPR, effectivement l'opinion s'enflamme et
cela peut amener une clameur sociale. Je ne suis ni dans le fait que c'est les batailles de succession, ni dans le fait, n'est-ce pas, de l'acharnement. Je suis dans les hypothèses. Et je reste droit dans mes bottes dans le cadre des hypothèses. Pour moi, et je le pense sincèrement, c'est qu'il y a nettement une hypothèse, n'est-ce pas, du fait d'amplifier cette situation pour pouvoir provoquer, n'est-ce pas, un remaniement. Et j'ai pu constater dans la presse qu'il y a eu une sorte de pression, notamment des décès de certains ministres, et certains parlaient, n'est-ce pas, des problèmes de dysfonctionnement gouvernemental. Et vous savez, la presse camerounaise est extrêmement intelligente parce qu'elle suggère, n'est-ce pas, les perceptions des peuples. Et parce qu'elle suggère les perceptions des peuples, les peuples embrassent ces suggestions qui font en sorte que ça devient des sujets qui nettement impactent le social. Ce que je vais vous dire, c'est quoi? C'est que le problème qu'il y a là-dedans, c'est un problème de remaniement ministériel. Et ce problème de remaniement ministériel impacte les réseaux qui font en sorte que dans les journaux, lorsqu'il y a des rumeurs ou des soupçons de ceci, on vous donne des informations pour pouvoir, n'est-ce pas, dévisser, pour déboulonner cela et que cela enclenche, n'est-ce pas, un remaniement ministériel. Voilà la lecture que je peux faire au-delà des trucs de succession. C'est un problème de remaniement ministériel. Et je voudrais conclure en disant que ce n'est pas les journaux, ce n'est pas les hommes politiques qui provoquent un remaniement ministériel, c'est le chef de l'État. Et quelle que soit, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État, le chef de l'État a un timing qui sied, n'est-ce pas, l'opportunité d'un remaniement ministériel. Vous aviez, mais c'est André Lutem est capable justement de ce que la presse amplifie se fait pour provoquer un réaménagement ou un remaniement ministériel. Bataille de l'information? Vous savez, je suis quand même quelque peu surpris d'entendre ces éminentes personnes parler des hypothèses. Mais il y a des faits qui sont réels. La presse n'invente pas beaucoup de choses. Elle fait ses analyses à partir des faits qui sont réels. Oui ou non, 180 milliards de francs ont été distraits. Oui ou non, oui ou non, il y a une enquête qui a été ordonnée et que cette enquête a produit des résultats. Oui ou non, la Chambre des comptes s'est saisie de ce dossier, a indexé nommément des personnes, a instruit un certain au nom du secrétaire général de la présidence de la République apparaît dans ce dossier. Oui. Oui. Voilà les faits. En tant que président de la task force. Bien sûr. Oui ou non, ce monsieur intéresse-t-il la justice? Oui. Oui, il intéresse. Il intéresse la justice. Oui. Alors, à partir de cet instant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parler sur la base des hypothèses. Mais est-ce que la justice Vous est pensez, intéressée à lui, grand frère? C'est ça le débat. La justice s'intéresse énormément à lui. C'est un fait réel. Mais prouvez-le. C'est ça. Vous voulez que je vous parle, que je donne des sources d'information? Non. Mais toujours, vous savez, Maître Roger Bébé, il y a certains journaux qui sont très crédibles et qui ont des sources précieuses d'informations. Quand ces journaux se mettent à dire un certain nombre de choses de manière cohérente, il faut quand même y accorder un certain crédit. On ne peut pas continuer de dire ici que le secrétaire de la présidence de la République n'intéresse pas la justice. Il intéresse énormément on est d'accord là-dessus. Dans ce dossier. Et il a été sollicité pour se faire entendre également, comme d'autres ministres. Il ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Bon, alors, à partir de cet instant, je pense que l'immiscion de l'exécutif dans l'action judiciaire est réelle aussi. Ce n'est pas un fantasme, c'est réel. Ce n'est pas la première fois. On a vu un ministre convoqué qui ne s'est pas présenté. On l'a amené de force. On l'a envoyé en prison. Tout à fait. Et on a vu l'exécutif se mêler encore de ce dossier. Le lendemain, il l'a libéré. C'est des faits qui existent. C'est un comportement politique que l'exécutif a mis en public et qu'on connaît. Commencer à supputer aujourd'hui que le secrétaire général n'est pas convoqué, pour moi, c'est vraiment une distraction. Et une distraction, je suis d'accord avec ceux qui ont dit ici que, vous savez,
la misère a atteint les Camerounais jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est tellement malsain. Au moment où vous voyez les Camerounais souffrir du fond de leur âme, vous voyez en même temps, il y a un groupe de personnes qui ne parlent qu'en centaines de milliards. Et qui sont là, on les connaît, ils sont là. C'est tellement malsain que il ne faudrait pas, je crois qu'il faudrait éviter même de parler de cette manière ostentatoire. Voilà, ils ont détourné tant de milliards, et ce sont des détournements réels. On les connaît, ces gens sont là. Mais les Camerounais, par exemple, la presse n'a pas le pouvoir de traquer qui que ce soit. La presse dénonce, elle met les faits en public. Il faut maintenant que les relais sociaux, que la justice prenne le relais, que la police prenne le relais, que l'exécutif laisse la justice faire son travail. Sauf qu'on parle quand même du SGPR. Mais le SGPR, c'est un contribuable, c'est un Camerounais comme vous pouvez être SGPR. Il n'a pas passé un concours pour être là où il est. C'est quelqu'un qui a signé un décret, il a mis là où il est. Un des plus proches collaborateurs du chef de l'État. Mais on a vu les plus proches collaborateurs du chef de l'État aller en prison. Vous voulez que je vous donne leur nom? Non, je veux dire, est-ce que ça ne vous pose pas un problème si on va effectivement sur l'hypothèse du mandat qui a été émis? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème que le mandat d'Amené soit émis alors qu'il est encore en fonction? Ben, écoutez, je pense que... Parce que pour les autres SGPR, justement, ils ont attendu d'être déchargés de leur fonction. J'ai dit tout à l'heure que le chef de l'État a dit « l'État, c'est moi ». Il en fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il sait que vous êtes intéressé par la justice, parce que vous êtes susceptible d'avoir posé un certain nombre d'actes répréhensibles, il vous débarrasse de votre casquette de ministre ou de ceci pour d'abord répondre aux mots que la justice... C'est tout. À partir de cet instant, je ne pense pas que quelqu'un à qui la justice reproche un certain nombre de choses doit rester indifférent. On ne doit pas le débarrasser de sa casquette de ministre parce qu'il est ministre, il ne doit rien faire. Non, ça c'est absolument faux. Il faudrait que le chef de l'État, on a vu des ministres en poste convoqués, je peux vous donner leur nom. Non, on les connaît. Voilà, ils ont répondu. Le secrétaire général n'est pas au-dessus de ce genre-là. D'abord, il n'est pas membre du gouvernement. C'est le secrétaire général du président de la République qui n'est pas membre du gouvernement. Encore plus, ce n'est pas parce qu'on lui a donné une délégation de signature que du coup, on lui accorde des prérogatives qu'il n'a pas. D'accord. Alors, maître René Roger Bébé, quels sont les enjeux derrière tout ce qui se passe en ce moment? Oui, je voudrais d'abord dire qu'il faut que je sois très clair. Il ne faut pas que les Camerounais comprennent mal ce que j'ai dit. Oui. Je suis pour que tout le monde qui intéresse la justice, surtout dans une affaire aussi grave, grand frère, que tout le monde défère aux convocations de la justice et aille se justifier. Que ce soit comme témoin ou comme mise en cause. Il faut aller, ça procède du respect minimum dû au pouvoir judiciaire. Vous comprenez? J'ai plutôt constaté que le SGPR ou alors son camp choisit de se défendre à travers la presse. Parce que vous avez tous dit comme moi qu'il se défend en disant que pourquoi est-ce qu'on le convoquerait alors que c'est le Premier ministre qui avait autorisé que des marchés de 14 milliards soient attribués à telle ou telle entreprise et que la task force n'avait été mise en place qu'après cela. Donc c'est ce qu'il doit aller dire aux magistrats qui le convoquent. Vous comprenez? Ce que je dis, grand frère, procède tout simplement de la prudence. Vous êtes journaliste, je suis avocat. Peut-être que sur le plan légal, je suis un peu mieux outillé que vous. Je ne sais pas si sûr, je dis peut-être. Parce que si moi, je suis demain appelé en justice pour diffamation ou propagation de fausses nouvelles, le juge me demande de prouver qu'un mandat avait été décerné contre le SGPR. Je ne pourrais pas le faire. Je ne convoquerai pas la presse. C'est pour ça que j'adopte une attitude prudente. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire que je balaie du revers de la main l'existence de ce mandat, surtout que j'en ai parlé. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Revenons sur les enjeux, justement, les enjeux derrière tout ce qui se passe en ce moment. Oui, les enjeux. Bon, là également, c'est l'homme politique que vous convoquez, bien évidemment. Nous savons tous, et ce n'est un secret pour personne, que celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État camerounais, il a certes bénéficié de la grâce de Dieu pour avoir une certaine longévité. Et nous nous en félicitons. Nous souhaitons d'ailleurs chacun de nous atteindre son âge. Mais un jour ou l'autre, il finira par partir. C'est les lois de la nature. Je ne souhaite pas qu'il parte aujourd'hui ou demain. C'est les lois de la nature. Ce que je peux souhaiter, c'est peut-être qu'il quitte le pouvoir et qu'il aille rester au village, comme il avait dit lui-même. Vous comprenez? Attendez, nous savons aujourd'hui que des camps, ces types, à l'intérieur même de la chapelle politique de notre frère Luther Meka,
pour succéder. Donc nous sommes en plein dans la guerre de succession. Parce qu'imaginez-vous, nous sommes en politique, nous ne sommes pas forcément en droit. Le droit peut être instrumentalisé, la justice peut être instrumentalisée. Si jamais on réussit à mettre la main sur le SGPR, seulement par l'exécution du mandat d'amener, c'est-à-dire une convocation musclée, on le prend et on l'amène devant le juge. Vous voyez qu'il a déjà un genou à terre, même sur le plan de l'image. À plus forte raison, s'il est envoyé à Kondengui, même pour une demi-journée, il a déjà un genou à terre sur le plan de l'image. Donc voilà les enjeux qui se cachent derrière, ça politiquement, je parle bien en homme politique, voilà les enjeux qui se cachent derrière ce mandat et toute cette histoire-là. Quel est le crédit que vous apportez à la thèse de la guerre de succession, l'hypothèse de la guerre de succession autour de tout ce qui se passe? Mais elle est bien fondée, personne ne l'ignore, c'est une question qui est posée depuis pratiquement 2018. Ça veut dire que la succession se passera... Il se pourrait même que le président de la République n'en voulait pas. Et quels sont les réseaux dont il est aujourd'hui l'otage? Nous ignorons que depuis un bon bout, le président de la République du Cameroun est un otage des réseaux. Il suffit de lire la presse à gage, la presse qu'on appelle la presse du Hilton. On a carrément deux camps affichés qui s'affrontent entre eux. Donc le président de la République aujourd'hui l'otage de ces réseaux-là. Et c'est effectivement une guerre de succession parce que tout le monde est convaincu, au regard de son âge que vient d'évoquer mon confrère, que le président de la République, excusez-moi de le dire, n'a plus toutes ses capacités physiques, toutes ses capacités mentales. Ça s'est vu lors peut-être du passage du président Macron. Il n'avait pas, on a bien compris que le président avait des difficultés à percevoir les questions qui lui étaient posées. Cela s'est vu à mon vision, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc nécessairement, le président de la République, tous ses proches savent, n'est-ce pas, que d'un moment à l'autre, s'il ne laisse pas le pouvoir pour aller au village, comme il a lui-même dit, il peut décider de ne plus, même avant 2025, il peut décider qu'on le décharge de sa charge. Et pour cela, tous les réseaux-là qui maintiennent le peuple, n'est-ce pas, dans la pauvreté, tous les réseaux qui le maintiennent dans la pauvreté cherchent chacun à attraper sa part de pouvoir avant que cet événement n'arrive. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelles sont les chances, justement, qu'après Paul Biya, que le pouvoir reste entre les mains de ses proches? Je veux dire, l'un des clans. Ben, vous pensez que nous sommes là pour faire quoi? Le PCN et le MSC sont là pour faire quoi? Nous sommes aux aguets. Les choses ne vont pas se passer aussi facilement. Nous n'en voulons plus. Le peuple n'en veut pas. C'est une évidence. Parce qu'on a l'impression que l'opposition, finalement, regarde en non, spectateur. Du tout pas. Non, la preuve. Voilà le sacrifice que nous avons jusqu'ici consenti depuis pratiquement 2020. Nous avons eu près de 200 de nos militants en prison. Il y en a encore pratiquement 70 personnes qui sont... C'est le sacrifice que nous consentons, n'est-ce pas, pour libérer le peuple de 40 ans de dictature. Donc faites attention, cette guerre de succession, nous le regardons agir, comme l'a dit quelqu'un. Vous avez bien suivi quelqu'un du Nord, je ne sais plus qui c'était, Ousmane, mais qui disait que ils avaient le nucléaire qui mettront sur le réacteur. Ça ne va pas se passer comme ça. Sur la même question, André Luther Meka, vous avez... Oui, je pense que je rigole beaucoup. Je rigole beaucoup. Y a-t-il des chances qu'après... Y a-t-il des chances C'est la question. Je rigole parle. beaucoup et je fais un clin d'œil à Xavier Messé qui est quelqu'un de très bien formé. Merci. Parce que je suis étonné. Vous savez, mon enseignant m'a donné un très grand livre, La Révolution permanente de Léon Trotsky. Et la Révolution permanente nous présente comment on peut accéder au pouvoir. Il y a plusieurs éléments. Il y a l'armée, il y a la bourgeoisie, il y a l'administration. Et au Cameroun, j'ajoute, n'est-ce pas, les chefferies traditionnelles qui sont, n'est-ce pas, les gardiens du temple. Les auxiliaires de l'administration. Et j'inclus également, sur le plan légal, la Cour constitutionnelle. Donc, quand je vois des aînés dire des choses aussi graves, accéder au pouvoir, succession, comme si cela se fait d'une baguette magique, j'en rigole. J'en rigole parce que je constate effectivement qu'ils ne sont pas politiquement formés. Ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu le plus mineur, et que j'ai évoqué, qui est péremptoire, c'est l'enjeu, n'est-ce pas, du remaniement ministériel. Parce que l'enjeu de la succession du pouvoir, il y a un enjeu légal, il y a un enjeu des forces en présence. Et en politique, j'ai fait un peu du marxisme, j'ai lu Karl Marx, il y a le rapport de force. Donc quand vous dites que l'enjeu succession, tel va prendre le pouvoir, j'en rigole. J'en rigole parce qu'il y a un autre élément qui est la force de la diplomatie. Donc c'est beaucoup d'enjeux. Je demande à mes copanélistes d'être un peu humbles et de ne pas aller très vite en besogne sur la succession parce que c'est extrêmement complexe au Cameroun. Xavier Messé. Oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Vous savez, quand on parle des enjeux de succession, moi, c'est pas que ça m'amuse. Je me dis, ces gens-là, ils font exprès ou alors ils sont totalement ignorants. C'est de la comédie pure.
il faut intégrer... On va vous répondre. Il faut intégrer les coups d'État dans les possibilités de succession, sinon en Afrique. Donc un coup d'État est possible. Ça, on peut faire un coup d'État militaire, on peut faire un coup d'État de palais. Ça, c'est une éventualité. Mais si on ne fait pas de coup d'État et qu'on doit respecter notre Constitution, la Constitution est claire. Je ne vois pas, dans le cas du respect de la Constitution, ce qu'on peut appeler ici enjeu des camps. Quel camp? Moi, je vois pas. Je sais qu'il y a des camps, mais je pense qu'il faut, rester cohérent. Il faut rester cohérent. Il faut rester respectueux des institutions. Et dans le cas du respect des institutions, moi, je pense que si M. Paul Biya veut jouer franc jeu, il faut tout simplement que la Constitution soit appliquée. La Constitution soit appliquée parce que au cas où il décide pour l'instant de ne pas se représenter en 2025, appliquons la Constitution. Au cas où il décide même de démissionner aujourd'hui, appliquons la Constitution. Le président du Sénat est là, son vice-président est là, le président de l'Assemblée est là, son vice-président est là. On peut également anticiper les élections. Maintenant, quand on voudrait que les partis politiques jouent le rôle, le RDPC a dans son règlement intérieur des dispositions pour qu'il présente un éventuel candidat. Les partis d'opposition aussi. Mais je pense que tout ce qui gesticule, à mon avis, dans les camps, soi-disant camps, moi, ça me fait rire. Parce qu'ils ne remplissent aucune condition à l'heure actuelle. Ils ne remplissent aucune condition, sauf un coup d'État, pour accéder au pouvoir. C'est extrêmement compliqué cette affaire. Oui. Et je ne mets pas l'enjeu même politique, c'est-à-dire au sein du parti, qui est un appareil puissant. Et je ne suis pas sûr que ce dont on parle là, qu'il contrôle ce parti puissant de près de 40 ans enraciné au Cameroun. Mais c'est de la blague, ce que les gens disent. Allez-y, Maître René Roger. Je suis un peu surpris par les avis de mes deux copanélistes. Ce que nous disons, nous envisageons le pouvoir après le président de la République, Paul Biya. C'est ce que nous entendons par succession, c'est-à-dire après lui. Si nous rentrons même dans l'hypothèse constitutionnelle, où en cas de vacances ou de décès, etc., c'est le président du Sénat qui prend le pouvoir. Il le prend juste pour organiser les choses, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On va vers les élections. Bien sûr. Il est même possible que ces gens du RDPC, c'est-à-dire ces tenants de camps au sein du RDPC, que vous reconnaissez, puisque vous dites qu'il y a des camps, démissionnent même du RDPC. Pour créer de nouvelles formations politiques et se positionner. Alors, dans ce cadre-là, comment ne percevez-vous pas, hommes politiques, journalistes éminents, que l'élimination de potentiels rivaux est un enjeu? À quel niveau vous ne l'avez pas vu? Donnez-leur la parole. À quel niveau vous ne l'avez pas vu? Non, attendez, non, vous avez lu Karl Marx. Non, je vous la refuse, je vous la retire. Okay. Vous avez lu Karl Marx, mais vous n'êtes pas allé au bout de votre lecture. Allez-y. Parce que si vous l'aviez lu jusqu'au bout, vous auriez compris que l'élimination des rivaux est un enjeu majeur. Les fortunes que les gens se constituent aujourd'hui, c'est pourquoi? Les camps qu'on se constitue aujourd'hui, les réseaux qu'on se constitue aujourd'hui, c'est pourquoi? Si c'était pour rien. Si c'était pour rien. Et d'ailleurs, lorsque vous voyez le refus de déférer à la convocation, c'est-à-dire au mandat d'amener, vous comprenez quoi? Vous comprenez quoi? Vous comprenez pourquoi l'impunité règne aujourd'hui au Cameroun? C'est parce qu'il y a un clan, madame. Il y a une caste d'hommes politiques, de hauts fonctionnaires, qui sont sûrs qu'ils peuvent piller le pays, qui peuvent commettre toutes sortes d'exactions. Ils seront protégés par l'impunité. Et tout ça est organisé tout simplement pour la captation des deniers publics en vue de préparer justement, y compris la guerre, la prise de pouvoir. D'accord. Je voudrais dire quelque chose. Maître Kenny. Oui, allez-y. Non, ne lui donnez pas la parole. Non. Maître René Roger Bébé, je suis celle qui choisit à qui je donne la parole. Parce que ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la maîtrise des appareils. Et dans la maîtrise des appareils idéologiques, la maîtrise des appareils d'État est un élément fondamental. Et lorsque vous parlez de la guerre de succession, il faut niveler le degré, n'est-ce pas, de maîtrise des appareils d'État et des forces en présence. Je te parle de la bourgeoisie, je te parle de la diplomatie, je te parle de l'armée, je te parle des chefferies traditionnelles, parce que nous sommes dans des sociétés hiérarchisées. C'est extrêmement complexe en mettant d'autres processus qui est un processus exemplaire, qui est un processus garant de la loi, de la Constitution. Ça se fait pas en un bras d'un tour de main. Mécanisme constitutionnel, il nous est révélé que le SGPR de l'époque, Marafa, était soutenu par Sarkozy. Cela c'est dit. Okay. Allez-y, Maître Kenny. Je voudrais dire aux grands frères
Xavier Xavier Messé, Messé, à la suite de ce que mon confrère. confrère a dit, que je ne voudrais pas vous trouver naïf lorsque vous évoquez la Constitution. Je vois que l'exemple du Tchad nous parle suffisamment. À la suite de la mort de Déby, la Constitution existait bien. Vous savez bien ce qui Et ces s'est mécanismes passé. étaient prévus. Tous ces mécanismes étaient prévus. C'était presque un coup Et nous savons fort pertinemment, comme le dit mon peut donc se confrère, faire aussi au que des gens qui ont engrangé les sous, qui ont siphonné les caisses de l'État, en termes de milliards, sont capables de mener des rébellions dans ce pays. Je puis vous l'assurer. Et d'empêcher Donc, le rien jeu ne de ces- garantit. et d'empêcher le Nous jeu de n'avons ces aucune mécanismes-là. garantie. Et c'est pour ça qu'il faut effectivement parler de la Constitution. D'empêcher ce Faire œuvre de mécanisme de pédagogie au peuple, vis-à-vis du peuple, pour que certains gars que nous avons vus ailleurs n'arrivent pas. C'est une évidence. D'accord. Lorsque nous parlons, lorsque Comme nous rien- le comme disons, rien ne nous nous garantit sommes dans non la plus que c'est- sensibilisation. que c'est dans Pour leurs dire que c'est ambitions, Maître effectif, Fabien il y a Kenyé. des clans au sommet de l'État qui se font face. N'est-ce pas? Qui se font face. Prenez par exemple, il y a des clans dont on dit parfois que c'est la justice garde des Sceaux qui a la tête, un autre, SGP. Voyez-vous, le mandat que nous évoquons aujourd'hui n'est pas le seul. Vous vous rappelez récemment, lorsque le ministre de la Justice garde des Sceaux, où la justice avait pris un mandat pour Arrêtez ma presse. non, pour mettre une femme en détention provisoire. Il lui avait été instruit, n'est-ce pas, ou instruit la justice de faire lever ce mandat. Or, il se trouvait que le juge qui devait prendre cette décision-là avait été récusé par la dame en question. Vous imaginez ces cas d'interférence du pouvoir au niveau de la justice. Avec cela, est-ce qu'on peut vraiment parler d'institution au niveau du Cameroun? Ça n'est pas possible. Mais il faut D'accord. qu'on soit clair. Oui. J'ai intégré dans mon analyse les coups d'État. J'ai intégré ça. J'ai dit donc, en attendant, Sur ce point, nous sommes en phase avec vous. en attendant que les camps auxquels vous faites allusion, qui ne sont pas tellement visibles, oui, Ils sont très pas visibles. visibles. Bon, Ils sont très même visibles. totalement en invisibles. attendant que ces Ils sont camps-là, invisibles. Le chef En de capot les occulte. en attendant Ça que existe, ces c'est camps-là vous. se Ça mettent en existe, mais action, c'est invisible. je crois qu'il y a une chose qui est réelle. Deux formes de coup d'État sont possibles au Cameroun. Il y a un coup d'État de palais. C'est-à-dire que Une révolution du palais, ça comme on s'est- dit. ça s'est vu au Kenya, ça s'est vu au Zimbabwe. Tout doucement, on écarte le chef et puis on installe un autre. Ça s'est vu peut-être Ça au peut être Angola. un coup d'État brutal, comme au Tchad. Ce sont des éventualités. Ça peut être Mais je reste ça un peut être un légaliste. soulèvement populaire, comme au Burkina Faso. Non, c'est pas possible. Pourquoi c'est Je pas reste, possible? non, je reste. On a une police. Burkina on Faso a- était non. tranquille. Vous savez, nous avons des forces de sécurité C'est vous qui qui le sont dites, hein. d'une brutalité incroyable. Non, C'est-à-dire c'est vous qui le que dites. nous Ça avons, peut arriver. ils ont hérité de la culture coloniale, la répression. Ces pays ont Non, hérité la vous même avez- chose. chaque fois- Aujourd'hui, ils ont chaque fois que peur vous de- avez essayé aujourd'hui, de ils ont peur manifester- de la CPJ. Non, non. Ils ont Vous savez, peur de la CPJ. Donc, moi, j'ai intégré dans mon analyse les coups d'État. Brutal, comme on a vu au Tchad, ou un coup d'État de palais, comme on a vu au Zimbabwe. Ça, ce sont des éventualités. Je reste un légaliste. En dehors de ces hypothèses-là, il faut que la Constitution soit appliquée. Ah, mais si c'est le souhait, nous sommes C'est d'accord le souhait avec de vous. tout le monde. Ah non, 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 non. Si Alors, c'est on un a thème de senti- souhait, si c'est un thème de souhait, nous sommes C'est le d'accord. souhait de tout le monde. Nous ne sommes pas pour des soulèvements brutaux. Tu as déjà trop parlé, monsieur Mika. Nous sommes d'accord avec vous, grand frère. conclure- Nous sommes d'accord. Je voudrais conclure en disant qu'il Nous faut sommes d'accord. balayer d'un revers de la main les coups d'État au Cameroun, c'est impossible. D'accord. Alors, pour sortir de ce Pourquoi? sujet, Non, pourquoi? messieurs, pour sortir de ce sujet, parlant de la suite à donner à cette enquête, est-ce que vous êtes confiant? Quelle L'enquête de Covid. Je ne peux pas jurer de quoi que ce soit. Vous Vous voyez êtes pas bien confiant. les entraves à la justice. D'accord. Maître Fabien Kenyé. Mais il faut espérer. Il faut être, je crois, un devin pour juger de quoi que ce soit en ce qui concerne la justice camerounaise. Hein. Donc, vous également, vous n'êtes pas confiant? Très sceptique. Mais vous savez, si le président de la République a permis que ce dossier soit ouvert, c'est parce qu'il y a des pressions internationales. Le Fonds monétaire international mondial a également. bloqué des financements au Cameroun tant que ce dossier n'est pas vidé. Et qu'est-ce qu'on attend? Tous les pays qui ont reçu des subventions du Fonds monétaire international ont rendu compte, sauf le Cameroun. Et le président de la République a sollicité certains chefs d'État influents auprès du Fonds monétaire, qui leur a dit, mais le Cameroun n'a jamais rendu compte de cet argent. Et maintenant, le président, il est dos au mur. C'est pour cela qu'il a actionné cette action. Mais il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il est obligé. Nous l'espérons. Sinon, ce n'est pas le Fonds monétaire international qui va fermer ce dossier. Et tant qu'il a la pression derrière, et c'est grâce à cette pression que la justice a été secouée pour remettre au fond du... Puisque depuis que la Chambre des comptes a rendu public, Ouais. j'ai discuté avec des hauts magistrats qui m'avaient assuré que si la Chambre des comptes rend son rapport public, il va s'en saisir pour actionner la justice. Je suis allé revoir les mêmes personnes, ils m'ont dit, laisse.
On attend des instructions. On attend, ça veut dire de la présidence de la République. Donc le fait que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international veillent sur ce dossier, le chef de l'État est obligé, les dos au mur, il va aller jusqu'au bout. Il faut être confiant. André Luther-Mécan. Moi, je suis surpris quand on dit qu'il est obligé d'aller dos Tu es au toujours mur. surpris. Celui qui a instauré la lutte contre la corruption, c'est le président lui-même. Hein. C'est le président lui-même qui avait dit on va rendre gorge. Donc aujourd'hui, on fait comme si les gens le poussent, mais c'est faux, on ne le pousse pas. C'est lui qui a la teneur, l'opportunité, c'est lui qui a lancé cette opération. Et je suis extrêmement confiant parce qu'il nous a démontré qu'il est face, n'est-ce pas, à la lutte contre la corruption. On a des preuves. On a vu des responsables en prison, on a vu Aujourd'hui, on en parle, de l'opération Épervier, mais c'est grâce à lui. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut dire que tel est allé en prison, tel est allé en prison. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu des appréhensions qu'on a l'impression que je soutiens les corrupteurs. Je suis contre les détournements. Hein. Je suis franchement contre. Et si il y a quelqu'un qui a pris l'argent de l'État, qu'il le rembourse. Le vrai problème qu'il y a derrière là, peut-être nous qui sortons de cette thématique, c'est que si nous ne sommes pas dans une république, excusez du terme, bananière, nous ne sommes pas dans une république bananière, qu'est-ce qui peut justifier qu'un responsable, du niveau des responsables qui sont incriminés, notamment dans le rapport de la Cour des comptes et dans d'autres scandales, reste en fonction après ce genre de dénonciation, après ce genre de rapport? Qu'est-ce qui peut justifier si nous sommes dans un état de droit? Ce qui justifie Normalement, on ne devrait même pas attendre que le chef de l'État vous sorte du gouvernement. Vous devriez vous-même demander à être déchargé de vos fonctions pour aller préparer votre défense. Voilà ce qui se fait dans les démocraties, monsieur Luther. Il y a la présomption d'innocence. Merci, oui, messieurs. Bien sûr, c'est pour aller préparer votre défense. Il y a Alors, la présomption d'innocence. et depuis le 20 octobre, les autorités équato-guinéennes ont lancé une vaste campagne de contrôle et d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. C'est ce qu'indique le consul camerounais à Bateau dans un communiqué signé le 26 octobre dernier. Pourtant, des Camerounais installés en Guinée équatoriale disent être arrêtés avec ou sans papier, mais surtout ils disent être violentés. Xavier Messon, on repart avec vous. Pour certains internautes, ce qui se passe en Guinée équatoriale serait le visage de la xénophobie. Quelle est votre analyse? Mais vous savez, en Afrique centrale, le Cameroun a toujours été victime de ce genre de comportement. Ça ne rime pas avec notre culture d'hospitalité. Que ce soit au Gabon, que ce soit en Guinée équatoriale, le Cameroun a toujours été victime de cela. Je pense que la présence des Camerounais dans les zones de l'Afrique centrale est de plus en plus massive à cause de la crise. Si vous êtes à l'aise, c'est vrai que les mouvements migratoires ont toujours existé depuis le début de ce monde, et ils existeront toujours, mais aujourd'hui c'est amplifié parce que les Camerounais sont obligés de s'expatrier parce qu'il n'y a pas moyen de vivre encore chez nous tout à fait à l'aise. Ils partent, quand on est à l'aise ce soir, on y reste. On construit, on s'organise pour élever ses enfants, pour vivre. Mais ce n'est pas le cas. Et si vous allez, et puis les Camerounais ont amplifié, se sont distingués par la fémania, ce mot que nous avons inventé ici, et puis transportent ce comportement ailleurs. C'est ce qui, au-delà du fait qu'ils sont nombreux dans les pays voisins, mais quand on arrive à détecter autour d'eux des actes de cette nature, c'est-à-dire des actes qui ne sont pas conformes à la manière de vivre, et ils sont donc victimes de ce genre de choses. Mais je crois qu'au-delà de cela, le Cameroun devrait mettre en place une politique, une diplomatie assez efficace vis-à-vis de nos voisins. Nous sommes... notre diplomatie, en ce qui concerne la gestion de nos relations avec des voisins, je crois qu'elle est toujours un peu timorée. On ne voit pas une présence, parce que compte tenu du poids du Cameroun, de son poids économique, il devrait être agressif de manière à s'implanter dans des pays et faire en sorte que la présence du Cameroun ne soit pas un obstacle, un poids pour ce pays-là. Et sur ce plan, je pense que nos responsables politiques et diplomatiques devraient revoir cette relation-là de manière à ce que les Camerounais soient à l'aise, soient respectés dans leur pays. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, je me souviens, lorsque nous allions dans un pays, voir un Camerounais, c'était quelque chose on avait un attrait, on courait pour toucher le Camerounais, pour voir le Camerounais. Et très souvent aujourd'hui, vous savez, je suis allé récemment en Chine, nous étions 8
8 Africains à converger vers à Nairobi, on a laissé passer 7 personnes, sauf moi. On a laissé aller les gens dormir dans des hôtels, sauf moi, parce que je portais un passeport camerounais. J'ai eu la même situation à Casablanca, quand on allait pour une conférence à Doha. C'était une convergence des gens qui venaient du Burkina Faso, enfin de l'Afrique de l'Ouest, on convergeait vers le satellite, à Rabat, non, à Casablanca. On a laissé passer tout le monde, on m'a interrogé, on a pris jusqu'à la salive de ma langue, on a fait tout simplement parce que je suis camerounais. Je peux vous citer des cas comme cela. Ça veut dire que l'image que nous développons, nous entretenons aujourd'hui à l'extérieur n'est plus celle qu'on avait. Et je pense que sur ce plan-là, il y a un travail à faire d'abord ici, à l'intérieur du Cameroun, pour ne pas toujours laisser des mauvaises graines s'expatrier. Et quand elles partent comme ça, elles ternissent l'image du Cameroun à l'extérieur et c'est pas bien. André Lutemeka, quelle lecture est-ce que vous faites du communiqué du consul camerounais à Bata, notamment ce dernier paragraphe, tout en vous réitérant mes encouragements dans ces moments difficiles. Je vous exhorte à rester prudent et calme en ayant foi à vos institutions diplomatiques dont l'objectif premier est de vous protéger et de vous encadrer. C'est surtout ces derniers mots, malgré un environnement difficile. Oui. Révélateur de ce qui se passe en Guinée équatoriale? Oui, je voudrais dire que la Guinée équatoriale est un pays frère, comme le Gabon. D'ailleurs, nous partageons une ethnie, l'ethnie Ekan, qui se retrouve en Guinée équatoriale et qui se retrouve au Gabon. Et à la suite, n'est-ce pas, du boom pétrolifère, il y a eu un certain nombre, n'est-ce pas, de détériorations des rapports, notamment du fait que certains Camerounais allaient faire du commerce, c'était des opérateurs économiques, et certains ont été constitués du fait qu'ils ne respectaient pas les lois du pays. Et j'ai cru qu'à un certain moment, il y a eu un sursaut d'orgueil de ce pays, la Guinée équatoriale, qui a commencé, n'est-ce pas, à vouloir rapatrier les concitoyens. Et je crois qu'avec ce pays frère, il y a eu également des problèmes au niveau, n'est-ce pas, des frontières. Parce que j'ai eu l'impression qu'ils avaient plutôt prolongé les frontières. Et il y a eu, je crois, le ministre de la Défense qui est allé, le ministre est arrivé au Cameroun. Bref, moi je considère que les rapports ne sont pas au beau fixe en ce qui concerne nos populations. Et en cela, les relations que nous avons là-bas sont qu'effectivement, il y a d'abord le comportement même des Camerounais, parce qu'il y a des Camerounais, quand vous arrivez dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays. Et il faut donner une très belle image. Et c'est en cela que je dis que ce n'est pas toujours le gouvernement camerounais qui détériore l'image des Camerounais. Vous savez, dans les années 90, il y a eu un phénomène qu'on appelait la fémania, où il y avait des grands hommes d'affaires qui allaient dans certains pays et qui, notamment, on parle du Nigeria, certains autres pays, et qui étaient en train de déteindre l'image, n'est-ce pas, dans un certain nombre de pays africains. Et je crois qu'en cela, il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises dans ces pays pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que certains Camerounais puissent quitter le pays. Et je suis convaincu que c'est des Camerounais qui ont des passeports, c'est des Camerounais qui y vont pour faire des affaires, pour travailler, ils y sont. Et je voudrais vous dire que ce phénomène de phénomania, j'ai été devant une télévision à TF1 et j'ai vu un classement des meilleurs escrocs du monde. Et dans cette émission de TF1, Donatien Coigne était 3e mondial. Et je me suis dit, c'est pas très bien pour notre pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faudrait que quand on parle d'un problème diplomatique, il faudrait aussi qu'on ait aussi le sens civique et qu'on essaie de dire aux Camerounais d'avoir une bonne image, de respecter les lois qui sont dans certains pays. Parce que pour la plupart, ce sont certains Camerounais véreux qui font des affaires tout à fait suspectes et louches, qui font en sorte que les Camerounais ne soient pas respectés dans des pays étrangers. Maître René Roger Bébé, est-ce que vous avez l'impression, comme certains, que les Camerounais sont pris pour cible en Guinée équatoriale? Oui et non. Mais je voudrais dire que... Oui et non. Oui. D'accord. Enfin, je voudrais dire que si Coigne était 3e au classement mondial, il est arrivé que le Cameroun, c'est-à-dire le régime et son pays, soit 1er mondial dans d'autres disciplines moins honorantes. Pas tout à fait honorable. D'autres pays africains aussi. Bon, ma mesure, c'est le Cameroun. Il pourrait vous dire la même chose. Il y avait également d'autres Africains, oui. certainement, Donc, dans cette... Le Cameroun, c'est-à-dire le régime que vous incarnez, a été classé plusieurs années d'affilée 1er mondial en matière de corruption. Donc le cas de Coigne est vraiment, en même temps qu'on peut le déplorer, mais ce n'est pas ce qui préoccupe le plus les Camerounais. Maintenant,
est-ce que les Guinéens... Est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais sont pris pour cible en Guinée équatoriale? Oui, oui. Parce que ce qui se passe là sont des, je ne peux pas dire des épiphénomènes, mais pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut remonter un peu plus en arrière. C'est depuis 1972, c'est-à-dire 50 ans aujourd'hui, à l'époque de l'UDEAC, que les conventions avaient prévu la libre circulation des personnes et des biens. Depuis 1972, ça fait 50 ans. Et on a évolué jusqu'à la CEMAC aujourd'hui, qui maintient ce principe. Mais le Cameroun a été le premier pays à dire « je suis d'accord avec la libre circulation des personnes », sous réserve évidemment de la réciprocité. Quels sont les pays qui avaient traîné le pas? Vous aviez le Gabon, qui ensuite a rejoint les rangs, mais la Guinée équatoriale est restée sur cette position. La Guinée équatoriale a traîné l'effectivité de la suppression des visas. Alors que on demande tout simplement d'avoir un passeport biométrique valable. Pourquoi? Parce qu'on a vendu aux populations, parfois pour dédouaner l'homme politique, parfois pour cacher les misères de l'homme politique. Quand je dis misère, vous comprenez. On a dit aux Guinéens, les Camerounais viennent ici, c'est une colonie de peuplement, ils viennent vous envahir. On a dit, les Camerounais viennent dominer les Guinéens économiquement, exercer toutes les activités commerciales au détriment des Guinéens. On a dit, les Camerounais viennent avec leur cohorte de dépravation de mœurs et de criminalité, comme on l'invoque tout à l'heure. Ce n'est peut-être pas faux, parce que quand vous allez dans un pays, effectivement, s'il y a le principe de la libre circulation des personnes, mais une fois que vous êtes à l'intérieur d'un État, les conditions pour séjourner dans cet État sont les conditions édictées par cet État-là, c'est-à-dire la police de l'État, sous réserve des conventions internationales. Voilà. Mais vous devez respecter les dispositions légales de cet État. On a donc vendu ces stéréotypes-là aux populations. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à chaque fois que le régime est en difficulté, notamment parce que nous approchons, les échéances électorales approchent, il faut donc trouver quelque chose, c'est-à-dire un os à donner aux chiens. Pendant qu'il mord l'os, vous vous occupez du butin dans la maison, vous cambriolez la maison. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que le peuple guinéen a été outillé, a été formaté à l'idée que les Camerounais viennent en colonie de peuplement et viennent s'accaparer de leurs richesses. Au Cameroun, vous ne pouvez pas vendre une telle idée. Vous ne pouvez pas dire nous allons chasser tous les Centrafricains, pourtant ils commettent aussi la criminalité. Vous ne pouvez pas dire nous allons chasser les Nigérians, pourtant ils sont dans toutes les activités économiques. Vous ne pouvez pas le dire. Les Camerounais seront les premiers à se lever contre vous. Pour vous dire, notre problème, ce n'est pas les Nigérians. Notre problème, ce sont les détournements de deniers publics. Notre problème, c'est la malgouvernance. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Pourtant, Maître Fabien Kenyé, il y a le député Jean-Michel Nitieux qui en affirmant qu'il s'agit d'une chasse à l'homme fait savoir, il appelle les autorités camerounaises à appliquer le principe de réciprocité. Je serais peut-être d'accord avec lui. Mais là, permettez-moi de me poser cette question. Pourquoi est-ce qu'il marche en Afrique de l'Ouest et ne marche pas ici, en Afrique centrale? Qui emporte la responsabilité? Vous voyez, nous sommes ici, je crois, à 0 pas de la bourse de Douala, n'est-ce pas? Lorsqu'on a voulu mettre cette institution dans la sous-région, le Cameroun a échoué sur la diplomatie. On a même proposé au gouvernement camerounais de recueillir le siège de la bourse de l'Afrique centrale, Du fait de l'attentisme et de l'autisme, ça n'a pas été possible. Lorsqu'on a eu logé le siège ailleurs, le gouvernement camerounais a couru précisément ouvrir le Douala Stock Exchange. Pour dire quoi? En fait, c'est une diplomatie de l'échec, de l'absence. C'est ça qui a fait en sorte, il me semble que la Guinée équatoriale, tant par rapport à son territoire que par rapport à sa population, ne vaut même pas le tiers de la région du littoral, en termes de population et de territoire. Vers les années 82, le président de la République de Guinée équatoriale, qui a joué encore en fonction, lorsqu'il devait faire des missions internationales, il me semble qu'il entrait dans notre combi, qu'on appelait 11e province. Comment est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui à ce que le Guinéen puisse parler aux Camerounais? C'est que les prédécesseurs ont dit, à l'occurrence M. Meka et le grand frère Xavier Messi, pour moi, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut pas jeter les Camerounais en pâture. Les Camerounais ne sont pas plus délinquants que qui que ce soit. Nous connaissons par exemple l'Italie qui a exporté la mafia partout dans le monde entier. Pour autant, on ne peut pas s'adresser à un Italien n'importe comment. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Le problème qui se pose, c'est quand même déjà au niveau du Cameroun. Nous ne parvenons pas à nous intégrer. C'est un système construit
Si nous ne parvenons pas à nous intégrer dans notre propre nation, comment est-ce que nous voudrions que d'autres s'intègrent? Si nous ne parvenons pas à nous faire respecter, qui est le Guinéen aujourd'hui qui devrait en 2022 parler aux Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais vont d'abord là-bas faire? Il faut dire, en ce qui concerne le pétrole, subitement, ils ont découvert une certaine richesse. Ces richesses, nous l'avons ici au Cameroun. Nous sommes assis sur la même nappe phréatique. Et même jusqu'à présent, nous sommes sur la même nappe phréatique. Pourquoi les Camerounais vont-ils ailleurs? Avant même d'exporter la délinquance, c'est parce qu'ils ne se sentent pas mieux chez eux. S'ils ne se sentent pas mieux chez eux, c'est pourquoi nos gouvernants devraient se poser la question de savoir pourquoi ces fils partent ailleurs. Vous êtes une mère de famille. Si votre enfant vous quitte, sans votre accord, ça veut dire que vous êtes un parent pour aller chez le voisin. Ça veut dire tout simplement que vous êtes un parent indigne. Un parent indigne. Comme l'a dit mon président confrère, c'est un fait. Nous avons été 2 fois champions mondiaux de la corruption. Présentement, nous avons évoqué le cas de détournement des derniers publics. Nous sommes passés maîtres. N'est-ce pas? Nous devenons la risée du monde chaque jour qui passe. Pendant ce temps, on a des ministres qui roulent carrosse, des commis de l'État, qui sont devenus plus riches que les plus grands hommes d'affaires. Mais lorsque ça se passe ainsi, que voulez-vous que le pays devienne? On doit se moquer de vous et vous chasser. Ces Camerounais n'ont rien à voir dans ce qui leur arrive. Ils sont des victimes, n'est-ce pas, expiatoires d'un gouvernement qui leur a servi à rien. 40 ans de... Bientôt, ils vont fêter le 40e anniversaire. Qu'est-ce qu'ils ont servi au peuple pendant ce temps-là? Lorsque Paul Biya prend le pouvoir en 1982, il dit qu'il hérite d'un pays riche et prospère. N'est-ce pas? Un pays en sécurité. C'est la sécurité que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Nous sommes devenus la risée du monde. Nous avons 80% de la population qui ne vit pas avec $1. Que voudriez-vous que ces Camerounais-là fassent? 80% de la population camerounaise vit au-dessous du... C'est incroyable. C'est évident, ce sont les rapports de la Banque mondiale. Ce n'est pas vous qui le dites. On sait que pour vous, tout est bien. Vous avez vos belles lunettes en or là. Vous êtes très bien costumés. Mais imaginez-vous, il y a des gens... J'ai vu récemment dans mon quartier un professeur agrégé. Vous imaginez? Vers 20h. Et c'est comme ça tout le temps. Qui puise de l'eau. Qui vient puiser de l'eau avec les bidons. Il a accès à l'université de Douala. Mais c'est honteux. Qu'est-ce que ce pays est devenu? Xavier, mais c'est beaucoup en parlaient. C'est toi le RDPC. Xavier, mais c'est beaucoup en parlaient justement de la libre circulation. Tu peux parler, non? Vous avez déjà pris la parole sur ce sujet. Ce sujet, non. C'est le deuxième tour de table. C'est ce qui se passe. Le dernier, mais... J'ai été interpellé. Non, pas C'est le deuxième tour de table. Alors, Xavier, mais c'est beaucoup en parler de la libre circulation en zone SEMAC et même de l'intégration dans la sous-région. Est-ce que ce qui se passe en Guinée équatoriale est une entrave à ces principes-là? Tout à fait, oui, c'est une entrave énorme. Vous savez, je m'excuse de revenir peut-être sur un temps ancien. Lorsque le président Idjo était au pouvoir, on sentait le poids du Cameroun. Son influence dans la vie centrale. L'UDA que la CEMAC a remplacé Tournait autour du Cameroun. Et il ne passait pas 3 mois sans qu'il se déplace pour aller dans les pays voisins. Tout à fait. Et le Camerounais était tellement respecté. Et je me souviens à un moment donné, lors d'une conversation, il avait dit à un de ses ministres qui nous a rapporté la conversation, il dit, je voudrais que le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale soient un seul pays. Oh, vous devez me laisser si le président Bongo veut être Premier ministre, je suis prêt à lui céder le poste. Pour voir les ambitions d'intégration, n'est-ce pas, qui étaient à l'époque. Le président Biya a une culture, il est chez lui, il ne va nulle part sauf en Europe. Même chez lui, il ne va nulle part. Il a abandonné ce dynamisme-là qui consistait à faire en sorte que le Cameroun soit le moteur et qui traîne les autres. Il pense qu'il suffit simplement de fabriquer des allumettes au Cameroun pour dire qu'elles vont s'imposer en Guinée équatoriale, elles vont s'imposer au Congo. Non, il faut une présence, il faut y être. En 2015, lors du sommet de la CEMAC à Libreville, j'y étais, le président de la commission de la CEMAC avait réitéré lors d'une conférence de presse qu'à partir de cet instant-ci, le passeport biométrique devient celui de la CEMAC. Il avait insisté que la libre circulation des personnes et des biens allait être uniformisée au sein de la CEMAC. Ça veut dire que le Gabon et la Guinée équatoriale. Le même soir, on échange avec un ministre de la Communication, le ministre de la Communication de Guinée équatoriale, il a parlé pour lui. Il a parlé pour lui, on ne l'a pas autorisé à le dire.
Et la Guinée a continué de nous réclamer. De freiner des cartes de fer. Donc, ce qui fait que il faudrait qu'un jour, un pays comme le Nigeria et la Côte d'Ivoire pèsent de leur poids pour la Vous partez avec votre carte d'identité ici, à Lagos, vous arrivez jusqu'à Dakar. On ne vous demande rien jusqu'à Dakar. En voiture, il n'y a rien. Vous circulez avec ça. Vous êtes à Bamako, vous voulez téléphoner en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, l'unité de téléphone exactement comme si vous téléphonez dans la ville. Dans la ville. Et c'est parce qu'il y a des moteurs, il y a des gens qui ont décidé de prendre la CEDEAO, qui portent. Et ici, le Cameroun, de son poids, avait une diplomatie efficace. Je pense que ce problème-là serait de moins d'importance. Le fait d'aller voir Obiangema, de discuter avec lui, d'échanger tout le temps, ainsi de suite, ce problème ne se passerait pas avec la même ampleur. Nous souhaitons tout simplement que le Cameroun reprenne la place qui est la sienne en Afrique centrale et qu'il puisse s'imposer de manière à atténuer ce genre de comportement. Oui, sur ce par quoi sort Xavier Messé, comment justement atténuer ces crises sur le plan diplomatique? Non, je voudrais entrer dans une perception qui est peut-être philosophique. Les migrations ont toujours existé de tout temps. L'une des plus grandes migrations en Afrique noire, c'est le Nigeria. Ce n'est pas pour autant que le Nigeria est pauvre. Donc il y a des gens qui veulent se réinventer, il y a des gens qui cherchent des opportunités économiques et qui permettent d'aller à la conquête du monde. Donc ce discours politicien, on doit un peu relativiser ça. Et le deuxième point, c'est qu'il faut comprendre les époques. Des années 1950, 1960. Vous dites que Xavier Messé, c'est nostalgique? Non, je veux dire les années 1950, 1960. Ce que je dis est important, ce ne sont pas les années de démocratie où le monde a atteint une certaine évolution de la liberté, de la souveraineté des peuples et des dirigeants. Donc, ériger un dictateur éclairé qui va fédérer tout le monde par la force parce qu'il est puissant, parce qu'il dit bah, machin, ça c'était à l'époque. Ce n'est plus le même contexte maintenant. Le contexte qui... Non, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le contexte qui existe maintenant est un contexte, n'est-ce pas, d'adhésion, de fédération sur un certain nombre de consensus et de conventions. C'est l'État moderne, le respect des lois et des souverainetés des uns et des autres. Donc, il y a des discours politiques qui m'agacent, qui m'exaspèrent, mais j'ai l'obligation d'être pédagogique et de dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que nous allons dire que le Gabon c'est un petit pays, pourquoi ils ne font pas ça, ceci, Malabo. Non, ce n'est plus ça. C'est les conventions, c'est la persuasion. Et je voudrais vous rassurer que le levier de l'Afrique centrale, c'est le Cameroun. Le doyen de l'Afrique centrale, c'est le chef de l'État qui joue le rôle de leader, mais qui n'est pas exubérant, qui n'est pas exhibitionniste. Parce que je voudrais vous dire que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan militaire, le Cameroun est présent. Et je vous prends d'exemple que dernièrement, il n'y a pas 1 an, 2 ans, le Cameroun a fait un prêt au Tchad pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui est exhibitionniste, qui est exubérant. Il joue son rôle de leader, mais dans la discrétion. Maître, comment atténuer justement ces crises au niveau diplomatique, limiter ces expulsions brutales de Camerounais? Oui, d'abord, il faut sensibiliser les Camerounais eux-mêmes pour qu'ils respectent les règles du pays qui les accueille. Parce que le principe de la liberté de circulation des personnes et des biens vous autorise à entrer, à séjourner et même à résider dans un État. Vous comprenez? Allez-y. À résider dans un État. Mais c'est un État souverain qui a ses règles, sa police interne. Vous devez vous y conformer. Ça, c'est un principe. Mais madame, et c'est là où je rejoins le grand frère Messé et mon confrère Kenny. Comme d'habitude. Oui, vous comprenez? Et c'est là où je vais prendre M. Meka à Rebousse-Poil. Si un Américain, si c'est les Américains qui sont en Guinée équatoriale, et qui ne sont pas en règle, ils ne seront pas traités de la même façon. Il est un principe en droit international, un État, une voix. Tous les États se valent. Mais pour autant, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, tous ces États n'ont pas le même poids. Vous ne pouvez pas malmener un ressortissant américain comme vous malmenez un ressortissant camerounais. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça que je rejoins également le grand frère Messé qui dit que nous devons faire une diplomatie de présence. Mais de présence à un haut niveau. Parce que ça joue. Regardez tous les sommets de la CEMAC, tous les regroupements africains ou mondiaux. Nous sommes représentés par le SGPR, par un ministre ou par le Premier ministre. Regardez seulement sur la photo. Vous n'apercevez que les cheveux de notre Premier ministre. Il n'est pas en première ligne. C'est déjà quelque chose sur le plan de l'image. Si le président de la République est présent lui-même, il apparaît, vu son âge, c'est le doyen des chefs d'État en fonction dans lui-même au monde. Donc il apparaîtra au premier plan.
il apparaîtra au premier plan. On envoie le Premier ministre, on envoie un ministre, vous n'envoyez que ses cheveux. Quelle est cette diplomatie? C'est une caricature. De toutes les façons, au PCRN, c'est pas ce que nous voulons. Au PCRN, vous pouvez vous moquer de votre ministre. Non, mais c'est ce que caricature, c'est pas vrai. Vous voyez son visage? Vous voyez son visage? Vous voyez son visage? Bien sûr. Ah ben, on ne peut pas que voir les photos, les cheveux dans une photo. Vous pouvez voir son visage spirituellement, c'est-à-dire vous devinez que ce sont les cheveux du Premier ministre, mais vous ne le voyez pas sur la photo. C'est ce que je dis. C'est une mauvaise caricature. Sur la même question, Maître Fabien Keigné. Qu'est-ce qu'on fait pour atténuer? Oui, oui, c'est que Vous convenez avec moi que nous sommes tous unanimes que si le pays avait été développé, on n'en serait pas là. Mais naturellement, la solution ne peut pas être trouvée avec la gouvernance actuelle. Ça, c'est un fait. Pour parler au plus pressé, je pense que le député Nietzsche, qui a parlé de président, n'avait pas entièrement tort. Si nous avions un pays, des gouvernants qui aimaient véritablement leur peuple, je puis vous dire qu'ils allaient frapper du poing sur la table. Ils n'allaient pas s'encombrer de la diplomatie pour dire à ce petit voisin qu'il fait attention. Non. C'est moi qui le dis. Non, il ne faut pas dire petit voisin, c'est un État souverain. Nous ne pouvons plus c'est un État souverain, il ne faut pas dire petit voisin. Autant nos concitoyens, parce que voyez-vous, ce n'est pas du simple fait de la violation. Ce n'est pas du simple fait de la violation des lois de la République de Guinée que les Camerounais sont expulsés. J'ai une petite expérience de ce qui se passe là-bas. Je vous assure que lorsqu'on arrive chez vous, il suffit que vous soyez Camerounais, on vous ramasse, on ne vous demande rien. Que vous soyez en règle ou pas. Ils ont une forme de gouvernance sauvage à leur niveau. Et lorsqu'on veut répondre à ça, on doit s'encombrer de certaines règles diplomatiques pour leur dire que ce n'est plus quand même possible. D'accord. Merci en tout cas, Maître Fabien Keigné, d'avoir été avec nous ce C'est moi qui vous remercie, avec beaucoup de plaisir. Merci également à vous, Maître Roger Bébé. Merci beaucoup. Merci à vous, André Luther Meka. Merci également à vous, Xavier Messé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est rediffusée ce soir, lorsqu'il sera 20h30. Demain, lundi, lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr tu le veux. Bon dimanche. Encore une très belle émission, hein, à mon sens. Je vous raconte une histoire que j'ai vécue en Guinée équatoriale.